Bon retour à Bistro Liberté, le débat libre et non conformiste. Au programme de cet épisode, après le Covid, le meilleur des mondes ? Baptiste a parlé des gens qui se précipitaient dans les supermarchés pour du PQ. Est-ce que ça, c'est pas de l'individualisme qui nous attend? On a parlé aussi des petits commerces. Il y a eu de l'aide aux plus anciens, il y a eu des solidarités qui se sont créées. Il y en a eu des réels. Il y a existé de l'aide aux plus anciens, on les a laissés crever, on leur a dit mangez pas, venez pas faire Noël avec nous, mourrez dans votre coin, c'est ça l'aide aux plus anciens? Non, je suis désolé, c'était l'horreur. Moi j'ai une grand-mère qui a 90 ans et je pense qu'elle serait morte si je l'avais laissée dans son coin à Noël de ne pas voir ses petits-enfants et ses enfants. Et il y a des millions, je pense même, de Français qui l'ont fait par peur. D'accord ? Donc quand on par peur, on est capable d'abandonner ses aînés, on va pas dire que c'est de la solidarité. C'est pas vrai, c'est de la trouillardise. Et en seconde partie, Macron a-t-il mis la France à feu et à sang ? Si on vivait dans une vraie démocratie, on acterait que 68% des Français, c'est 15 000 sondages qui le déterminent, 68% des Français sont hostiles à l'immigration. Une grande majorité de Français veulent le retour de la peine de mort. Bon, si on était en démocratie, puisque c'est ça le grand argument de la démocratie, c'est que quand la majorité du peuple pense un truc, eh ben, ce truc se réalise. Bon, il n'y a pas de peine de mort et il n'y a pas d'arrêt d'immigration. Donc on ne vit pas dans une démocratie. On vit dans un truc mou qui est chiant. Pour en parler, nous recevons un trio d'enfer, les trois mousquetaires du politiquement incorrect. Je veux parler de Baptiste Marchais, l'homme le plus fort de France, champion de France de développé couché et animateur du blog Benjen Cigar. Avec lui, son ami Christopher Lann, youtubeur et animateur de La Petite Histoire. Notre troisième larron est un youtubeur aux millions de vues, mais aussi un scénariste et auteur des best-sellers Carnet de guerre, Le crépuscule des titans et Expédition punitive. Vous l'avez reconnu, je parle du roi des Visigoths, Papacito. Je vous demande de faire un triomphe aux trois mousquetaires du Parler Cash. Allez en scène! Bonjour Christopher, bonjour Papacito, enchanté. Merci d'être là parmi nous. Trois mousquetaires. Cette émission, elle est enregistrée le mercredi 19 mai. Ce n'est pas un hasard, c'est le jour de la réouverture des bistrots et des terrasses de nos restaurants. Eh bien, c'est donc le jour aussi de réouverture partielle de Bistro Liberté. Un bistrot presque en liberté. Je remercie vivement le public de s'être astreint aux règles sanitaires imposées et les téléspectateurs pour leur bienveillance et leur compréhension. Mes invités, vous l'avez vu, sont au nombre de 3. Ils sont blogueurs, écrivains, vidéastes, sportifs et surtout influenceurs. Pour ce bistrot presque en liberté, le retour des sociétaires, ça sera pour le mois de juin. Je suis donc très heureux de les accueillir, Papacito, Christopher Lann et Baptiste Marchais. Vous vous connaissez, je crois, tous les 3. On s'est rencontrés hier soir avec Christopher. Ouais. Hier soir avec Baptiste, on se connaît depuis un peu plus longtemps. Pas mal de temps tous les deux, mais les deux là, ils ont fait la rencontre hier soir. Papacito, moi, c'était notre première rencontre hier soir. C'est pour le côté sentimental. Autour d'un travers de porc. Autour d'un travers de porc. Je les ai réunis autour d'un travers de porc. L'épaisseur, c'est comme ça. Ah oui, c'est un grand travers. C'est un travers de Baptiste. Dites-moi, messieurs, la première question, elle est très politique, elle est très simple aussi. Je ne pose pas à chacun d'entre vous la question, est-ce que l'on peut rire de tout, puisqu'on sait maintenant qu'on ne peut plus rire de rien. Je vous pose une autre question. Comment être anticonformiste sur YouTube, Google, qui impose la censure, voire une forme de caporalisme, voire une forme d'inquisition pour imposer sa société qui est très politiquement correcte. YouTube, c'est œuvre au conditionnement des esprits. Comment on peut sortir de cette prison-là? Comment fait-on? Messieurs, qui répond en premier? Christopher. Je peux commencer si vous voulez, oui. On en parlait en plus hier en voiture, c'est que aujourd'hui, la société qu'il y a à déconstruire, c'est leur société, celle d'après mai 68. Donc aujourd'hui, c'est nous qui sommes dans l'impertinence. Mais pour contrer la censure de YouTube qui est très active, et TVL en a fait les frais encore récemment, je pense qu'il faut jouer avec les mots, jouer avec les sous-entendus, avec l'ironie. Et c'est ce qui rend notre humour encore plus drôle pour les gens qui nous suivent, c'est d'essayer de lire entre les lignes. Et c'est ça qui leur permet de décoder, de dire des choses sans les dire,
et ça embête à la fois le système et ça permet de passer des messages. Moi, je pense que c'est comme ça. Il faut être fin. Baptiste Marchais. Il faut être fin. Et je pense qu'en plus, ça nous sert parce que c'est plus digeste. En fait, si vous attaquez de front et que vous faites quelque chose de purement politique, non seulement vous exposez à la censure, mais en plus, le contenu que vous proposez, il n'est pas... Il y a des gens qui vont être imperméables à ce contenu. Parce qu'il va être trop frontal, trop politique. Alors, il y a des gens dont c'est le métier ou dont c'est l'œuvre, en tout cas, de faire du très politique. Et je pense que nous, on est la phase avant. On peut, par un contenu qui est plus fin, plus évasif, amener ces gens vers du contenu politique très frontal. Et donc nous, en fait, ça nous sert finalement dans la finesse. On permet de passer entre la censure et en même temps d'aller toucher un autre public. Papacito, même point de vue? Oui, et surtout, ça force à être bon. C'est-à-dire que quand il faut trouver des subterfuges pour pas dire certains mots, à partir du moment où on crée un tabou, du coup, on a envie de briser ces tabous-là. Donc c'est beaucoup plus facile d'être... en fait, quand on est dans la position du censeur, c'est très difficile d'être drôle, en fait, parce qu'on est dans la position de celui qui met fin à la récré. Et nous, on est les enfants qui font que la récré va continuer un petit peu plus parce qu'on met du temps à se mettre dans le rang. Mais ça, c'est le meilleur rôle du monde. Regardez, ensemble. Pour le premier Bistro Liberté que nous avons fait ensemble, eh bien, on a été censuré par YouTube sans que l'on sache véritablement. Bon, après, c'est pas le roi de la finesse non plus quand il est dans les interviews ou sur les plateaux. Oui, c'est vrai que. Faut quand même. Je vous en laisse la responsabilité. Il faut une post-production, quoi. Il faut une post-production. Voilà. J'ai bien compris. Le producteur de l'émission Arnaud Soyer a bien noté qu'il faut une post-production. Allez, Papacito, puisque vous êtes the target, la cible, votre actualité. Après le succès de vos ouvrages, il y a eu Carnet de guerre, 50 000 exemplaires, il y a eu votre plongée dans l'histoire du Moyen-Âge avec le crépuscule des Titans. Quelles sont vos activités à venir? Est-ce qu'il va y avoir de nouvelles expéditions punitives? Pour reprendre le titre de votre dernier ouvrage, Expédition punitive. Alors, d'après ce que j'ai cru comprendre, peut-être que l'armée nous en prépare une. Donc peut-être que je n'aurais pas faire le boulot cette fois-ci. J'espère bien. Non, plus sérieusement, oui, je vais continuer à écrire des livres. Là, je suis parti de la maison d'édition où j'étais édité depuis... Ah, c'est ça, vous avez divorcé? Oui, bon, j'étais pas marié à cette maison d'édition-là. Vous n'étiez pas marié? Mais c'est vrai que j'étais un des auteurs phares. Et là, je suis parti. Bon, voilà, donc maintenant... Vous êtes parti de Schering? Je suis parti de Schering. Donc et maintenant, l'aventure va se... Et pourquoi? Pour des raisons que contractuellement, je ne peux pas évoquer. Ah bon, pourquoi alors? Parce que c'est pour un certain nombre de problèmes inhérents au fonctionnement de la maison Ring qui font que je vais faire route peut-être avec certains de mes collègues plus tard. Pour l'instant, je ne peux pas en dire plus. Les informations vont venir prochainement. Vous reviendrez nous les dire. Voilà, bien sûr, bien sûr. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous gardez? La passion pour l'histoire, ça, vous la conservez bien sûr? Oui, tout à fait. Et puis le plaisir de taper sur ceux qui méritent qu'on leur tape dessus. Littérairement, hein, je précise, je me couvre. Voilà. Entre les lignes, tout à l'heure. YouTube. Mais non, de toute façon, l'époque nous fournit tellement de motifs de colère que c'est infini, quoi. Voilà, les sources d'inspiration sont infinies. Christopher Lannes, on vous connaît bien évidemment sur TV Liberté pour La Petite Histoire. On faisait le compte, hein, c'est 250 numéros, c'est ça? Putain. On arrive aux 250, oui. On arrive à 250. Hein, Ah, ça fait 6 ans, 7 ans que... Ah oui. Non, moi, oui, quand même. Oui, quand même, ça fait combien? Ça fait 4 ans, quelque chose 4 ans, 5 ans. 3-4 ans. Ça m'a paru très long. Ouais. Et, c'est mauvais, c'est mauvais. Est-ce que alors la question, c'est qu'on va finir la saison, bien évidemment, avec La Petite Histoire. Est-ce qu'on vous retrouve en septembre avec La Petite Histoire sur TV Liberté, oui ou non? On me retrouve avec La Petite Histoire dans son format actuel, non, ça c'est une certitude, mais on est en train de discuter, vous et moi, on l'a déjà fait. On peut le dire aux téléspectateurs, parce qu'on a passé 3 heures à se battre. Mais on n'a pas encore fini, on a passé plus de 3 heures à se battre. Oui, j'enlève les engueulades. On a eu des engueulades, voilà. Les mots ont fusé, mais bon, on est redevenus amis. Mais moi, comme je dis Papacito, j'avais plus de mots. C'est ça, il y avait des punchlines de préparer. Donc je suis en train de réfléchir au format qui sera proposé en septembre. Ça restera sur le thème de l'histoire, qui est le thème qui me tient à cœur. La Petite Histoire, dans sa forme actuelle, ne sera plus la même, mais je reviendrai. Alors, ce sera peut-être le même nom, La Petite Histoire, ou peut-être un autre. Je suis en train de réfléchir, j'en parlerai avec vous, et je devrais rebatailler avec vous, qui ne sont pas les épisodes les plus agréables de ma carrière. Bon, mais La Petite Histoire, on retrouve Christopher Lannes et l'histoire à la rentrée. Bon, ça, c'est ça, c'est gagné. Sinon, je ne vous laisserai pas tout seul, Marc. Tu n'as pas abandonné le navire. J'ai vu, merci. Mais j'ai vu Papacito et Baptiste Marchais s'entraîner au tir, mais pourtant, c'est vous le tueur. Dans Tueur en série, qui est une autre émission sur TV Liberté qui marche très bien, avec là aussi Arnaud Soyer. Je ne suis pas le seul tueur, puisqu'il y a mon camarade Arnaud Soyer. Alors quand on fait ça, c'est parce qu'il est en face de nous. Oui, voilà, il est en face de nous.
Donc, Alors oui, et donc tueur en série, c'est quoi? La question, c'est quoi tueur en série? Tueur en série, c'est une idée lumineuse de Martial Bill qui m'a communiqué un jour par téléphone alors que j'étais dans mon quotidien tranquille. Martial Bill a une illumination, comme il en a beaucoup. Il m'appelle illuminé. Et il me dit j'ai adoré la dernière série de machin, mais je ne trouve pas sur Internet de format qui... Il y a des formats qui parlent de séries, il y a des gens qui parlent de séries sur Internet, qui les décryptent avec certains intellectualismes qu'on trouve aussi dans le cinéma, mais il n'y a pas de gens qui débunkent, on emploie le mot débunk parce que voilà, c'est plus simple à comprendre, il n'y a pas de gens qui débunkent les séries sur le plan idéologique, alors qu'aujourd'hui, les séries sont vraiment une arme de destruction massive et de propagande massive. C'est vraiment l'arme numéro 1. C'était Hollywood, maintenant c'est... les séries qui commencent de plus en plus à prendre le relais. Voilà, les jeunes s'identifient à leurs héroïnes, à leurs héros. Il y a de plus en plus de propagande, LGBT, métissage. Enfin, on retrouve tout dans les séries. Et c'est très sournois, c'est normalisé. Et Martial me disait, il n'existe pas d'émission qui débunk ce genre de propagande. J'aimerais en faire une avec toi. J'ai dit, bien sûr, Martial, quel est votre prix d'abord, hein, j'ai dit. Et ensuite, j'ai accepté. C'est vite fait le prix. C'est vite fait le prix. Une poignée de main. Baptiste Marchais. Je vous ai fait une surprise. Il y a Solveig Alouin qui est là, qui peut vous rejoindre. Ça me dérange pas, c'est pour les auditeurs que ça va être compliqué. Moi, qu'est-ce que vous faisiez faisiez là, ce jour-là chez Hanouna avec Solveig Alouin, qui est un peu excessif peut-être? C'est très léger. En fait, moi déjà, je savais que ça allait être elle dans le débat, donc j'ai pas été surpris parce que je connais son œuvre entre guillemets. On a l'habitude de la voir. Expliquez. Vous êtes donc chez Hanouna, c'est sur C8. Je suis venu je suis venu à Touche pas à mon poste pour débattre sur la thématique. Faut-il interdire les abattoirs? Aussi stupide que ça puisse paraître, ils ont quand même posé la question. Et donc, en fait, je suis venu essayer d'apporter un contre-argument aux gens qui pensent que, en fait, après le reportage de L214, parce qu'en fait, il faut revenir. L214 a publié un nouveau reportage sur un abattoir porcin où ça se passe très mal et où les conditions sont désastreuses. Et de là, ils tirent la conclusion, en tant qu'antispécistes, eux, que si un abattoir est comme celui-là, alors il faut interdire tous les abattoirs de manière générale. Donc, pour ça, ils avaient choisi Solveig Alouin pour débattre, mais qui... bizarrement, ne fait pas partie d'L214, c'est-à-dire que en fait, la production Hanouna voulait juste du buzz, donc ils ont cherché la plus grande hystérique qu'ils avaient dans leur carnet et ils ont trouvé elle. Oui, ils n'ont même pas appelé L214. Moi, je mets quand même à la place de L214 qui publie un reportage et on ne les appelle pas. On prend quelqu'un qui est complètement hystérique et qui fait du mal à leur combat pour parler à leur place sans même les prévenir. Bon, bah, c'est un peu dégueu. Et en face, ils se sont dit, bon, on a une débile, on va essayer de mettre un débile en face. Et je pense qu'ils ont fait l'erreur de penser que j'étais du même acabit, mais de l'autre bord. Ils se sont dit, on va mettre un gros bourrin qui va lui jeter des morceaux de bacon et comme ça on va faire du buzz. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils m'ont donné une fois la parole. Et en fait, quand ils se sont rendus compte au bout d'une minute que j'avais des arguments posés et intelligibles, bah, à partir de ce moment-là, ils m'ont plus redonné la parole parce que ça n'a pas d'intérêt pour eux. Leur intérêt n'est pas dans le débat, il est vraiment dans le buzz pur. Donc c'était plus facile d'utiliser Solveig, qui, pour le coup, je le dis parce qu'on me demande mon avis sur elle, j'ai l'occasion de le donner. Moi, j'ai rien contre elle, c'est quelqu'un qui me fait beaucoup de peine. Quand vous êtes en face d'elle, c'est très clair qu'elle a des problèmes psychiatriques. Très clair. Non, mais je veux dire, je le dis pas pour me moquer d'elle, vraiment. Cette femme est en dépression, elle a la mâchoire serrée, elle pleure, elle tremble, elle est sincère dans ce qu'elle dit. Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est du théâtre, etc., mais elle est absolument sincère dans ce qu'elle dit. Je pense qu'elle a un délire d'empathie profond. Quand un animal meurt dans le monde, elle souffre, et tous les jours, il y a des milliers d'animaux qui meurent. Elle se débat dans cet espace pour essayer d'arrêter ça. Elle va très certainement se suicider dans les années qui viennent. Non mais c'est terrible, mais tout le monde le dit, je suis pas le seul à le dire. Si personne ne fait rien, cette femme va attenter à ses jours, c'est sûr. Et en fait, au lieu de la mettre sur un plateau télé et de l'astiquer comme les producteurs de télé font, allez vas-y fais-nous rire, en fait je pense que cette dame elle a juste besoin d'aide et que là il faut qu'elle voie un médecin quoi. Ça c'est des phrases à la Poutine, tu sais, dans quelques années elle va se suicider. je vous l'annonce. Ce sera le 24 mai. Voilà, elle va avoir une crampe d'estomac, elle va se suicider. Et puis nous on sort la vidéo et on la remet sur les réseaux sociaux. Donc c'est ça, est très bon. Baptiste Marchais. On s'est rencontrés pour un entretien il y a quelques semaines de ça, oui. 420 000, près de 500 000 vues sur l'ensemble des plateformes. Sur l'ensemble des plateformes, c'était un entretien qui a fait couler beaucoup d'encre, surtout certaines. On reviendra peut-être sur certains sujets qui avaient été évoqués. Depuis qu'on s'est quittés, oui, ça fait un peu rapide, mais enfin, depuis qu'on s'est quittés pour cet entretien, vous avez acheté une voiture.
plutôt un monstre. Hein, que j'avais déjà acheté avant. Voilà. Ah bon, bah alors je l'ai vu là, cette fois-ci. Il fait 4 Clio, 5 Clio. Hein, ouais, à peu près. 5 fois ma voiture. Et vous découpez des cartes à jouer avec un flingue. Est-ce que tout va bien pour vous? Ah bah, tout va pour le mieux. Je veux dire, je suis payé pour faire ça, alors quel plaisir. Payé par Terre de France, d'ailleurs, notre partenaire Entre autres. aussi. Hein, Entre autres. Mais donc, alors, j'ai vu aussi, Papacito, c'est pas médire que de dire que vous êtes un petit peu moins bon. Qu'est-ce que c'est l'impression de tirer avec un flingue pour couper des cartes à jouer? Quel est Alors, l'amusement. Juridiquement, je ne suis pas tenu de vous dire ce que je mets à la place des cartes dans mon cerveau. C'est mon je petit vous jardin rassure, secret. non, mais, Papacito, je vous rassure, parce que je regardais ça avec les jeunes de la rédaction qui étaient morts de rire en regardant ça, en disant c'est super. Parce que je me disais, mais quand même, ils sont en train de tirer sur des cartes à jouer et ils ont l'air contents de le. Ben, on vise la carte, mais après le cerveau fait le travail. Voilà, après c'est l'imagination qui donne tout le sucre de la. Moi, les cartes, les couper en deux, je m'en fous. Je prends un ciseau, je le fais. Mais là, c'est vrai que. Bon, quand le cerveau commence à travailler, on pourrait presque se laisser aller à se dire que ça représente une solution pour régler plein de choses. Ouais, il ne faut pas se laisser aller. C'est pour ça que moi, je dis que. Moi, j'ai vu que le roi des Visigoths qui tuait le roi de cœur. Hein. Ouais, voilà. Ben, après, Baptiste est un très bon tireur, donc j'ai pris une branlée. Oui, j'en ai mis combien sur les. Sur le mur? Non, sur le mur, oui, un peu. Sur les cartes, sur les cartes. 2, 3. Tu as gagné 3, 4. Bon, après, il avait un meilleur pistolet que moi, quand même. Oui. C'est vrai. Et puis, vous faites ça souvent. C'est vrai. Plus souvent, bah, bien sûr. Bien sûr, les cartes à jouer. Et vous jouez avec des fois? Non. Si. Si, moi je jouais aux cartes à l'époque où les bistrots étaient ouverts. Là, je peux pouvoir recommencer à jouer aux cartes. Mais en attendant, c'est fermé, du coup on a trouvé une autre utilisation pour le jeu de cartes, c'est comme ça. Quand on s'est quitté, retour, il y avait l'idée de la reprise du sport, parce que développer couché, c'est quand même un vrai sport. Est-ce que c'est un sport complet? Parce que ça, c'est un truc. Par exemple, je me disais, le badminton, tous les muscles sont sollicités. C'est-à-dire, par exemple, j'ai l'équilibre, j'ai les réflexes, la coordination des mouvements dans l'espace, j'ai la tactique, j'ai la stratégie. C'est recherche, c'est ça, un joueur de badminton. Moi, je suis un peu le Bruce Leverdès de comment dire, TV Liberté. Mais est-ce que le développé couché, c'est un même sport aussi complet? Je suis obligé de faire déjà un petit raccord sur l'introduction que vous avez faite, et je vais le faire à chaque émission, je pense qu'apparemment c'est une thématique commune. Je ne suis pas l'homme le plus fort de France, c'est quelqu'un d'autre. Ce n'est pas ma discipline. Il faut arrêter de dire Baptiste Marchais, l'homme le plus fort de France. Ce n'est pas moi. Mais le problème, c'est qu'il y a un titre officiel qui appartient à quelqu'un d'autre. Donc c'est Aurélien Lejeune, l'homme le plus fort de France, voilà, qui fait du strongman et qui a le titre d'homme le plus fort de France, qui est reconnu par la Fédération française de strongman. Donc je fais une petite dédicace. Ce n'est pas moi. Arrêtez de dire que c'est moi. Bon, Aurélien, si tu nous écoutes, c'est toi. Donc moi, je suis effectivement record de France de développé couché. Et pour répondre à votre question, c'est un sport très. Après. Tout dépend de ce qu'on met derrière un sport complet, en fait. Parce que si je vous disais, est-ce que le sprint, c'est un sport complet vous me diriez probablement oui, mais pourtant, quand vous faites du sprint, vous n'êtes pas à l'aise pour la nage, vous n'avez pas spécialement développé de force. Enfin, le sport à haut niveau, dans l'esprit coubertin du terme, c'est la spécialisation. Donc à partir du moment où vous vous spécialisez, vous êtes de moins en moins complet, puisque vous êtes de plus en plus spécialisé. C'est un sport complet dans le sens où ça développe beaucoup de choses, surtout le développé couché qui est un mouvement extrêmement polyvalent. Mais après, c'est un sport de spécialité, donc comme tous les sports individuels. La reprise, c'est bon? Petit à petit encore. J'ai ma salle qui va rouvrir là, normalement. Donc on va peut-être pouvoir commencer à repréparer des compétitions. Peut-être le travel ban qui va sauter et la possibilité d'aller me préparer aux États-Unis. Mais ça, l'avenir nous le dira. Est-ce que vous moi, j'ai pas tellement d'espoir vis-à-vis de tout ça. Est-ce que vous avez entraîné vos compagnons dans le sport? Par exemple, Papacito, je sais que vous faites 2 heures de sport en promenant votre chien, par exemple. Vous en parliez tout à l'heure. Est-ce que vous faites autre chose comme sport? La boxe, mais après, c'est des disciplines complètement différentes. On en parle des fois avec Baptiste. Donc moi la boxe, Christopher Lann, je sais pas ce qu'il fait. Moi avant que il fait de la PS4. Ouais, il fait de la PS4. C'est d'abord de la PS4, mais avant que le confinement nous tombe dessus, j'étais inscrit à une salle de sport. J'étais bien, j'étais lancé. Et voilà, du coup, maintenant, j'ai repris tout ce que j'avais perdu. Ça se voit, t'as beaucoup perdu. T'as beaucoup repris aussi. Non, c'est pas grave. Le 9 juin, quand les salles vont rouvrir, je demanderai conseil à Baptiste, bien sûr, on en a parlé, pour faire ça au mieux, de manière optimisée. Et je vais prendre un sport de combat aussi dès que ça roule. Voilà, donc Christopher Lann affiné avec un sport de combat sur TV Liberté, tout ça à la rentrée. Allez, Christopher Lann, j'ai un dessin pour vous fait par notre ami Ignace qui nous a rejoint et que je salue. Christopher Lann, expert en Napoléon, ça... Si les téléspectateurs de TV Liberté ne savent pas qu'il est expert en Napoléon et qu'il n'aime pas les Anglais, eh bien, c'est que, regardez les 250 numéros, vous le comprendrez. Je déteste les contrefaçons avec un Napoléon en tête de Macron. Baptiste Marchais, c'est horrible, d'accord. Baptiste Marchais, de Bench et Cigare, sur un fin gastronome. Et pour manger sainement, je veille au bien-être
animal, avec bien évidemment, je vous laisse découvrir le bien-être animal. Papacito aime les subtilités de la langue française, ce qui ne m'empêche pas de mettre les points sur les i. Voilà, on se retrouve dans quelques instants, puisque je suis dans un débat XXL. Je suis effectivement forcément bienveillant à l'égard de mes invités. J'essaie de survivre avec Baptiste Marchais, Papacito, Christopher Lannes. On se retrouve dans quelques instants. Après le Covid, le meilleur des mondes? Le fondateur du Forum économique de Davos, Klaus Schwab, considère que la pandémie est une fenêtre d'opportunité rare pour réimaginer le monde, une voie le menant vers un monde meilleur. À l'heure d'un nouveau déconfinement français et européen, que peut-on espérer dans le monde qui se profile à l'horizon, dans le monde d'après ? Retour sur le plateau de TV Liberté. Retour sur le plateau de TV Liberté avec cette question après le Covid, le meilleur des mondes. La question est de savoir, en gros, si la balance penche en faveur des nouvelles attitudes et modes de vie qui seraient vertueux, ou si le monde s'annonce celui d'une société de la peur, du régime de la dictature hygiéniste, n'est-ce pas, monsieur cher public, ou de la déconstruction, du capitalisme de surveillance, dirait Philippe de Villiers, du transhumanisme. En gros, qu'est-ce qui s'annonce après ce Covid ? Comment vous voyez les choses ? Pas bien. Je peux démarrer si vous voulez. Papacito, allez-y. Moi, ce que je constate, parce que c'est plutôt sur les constats que je me concentre, c'est qu'en fait, on a gardé, avec cette pandémie, on a gardé les mauvais côtés de la mondialisation, d'accord ? C'est-à-dire qu'on n'a pas fermé les frontières, par exemple à l'immigration, à la déferlante migratoire. Et en revanche, on a coupé les bons côtés de la mondialisation, c'est-à-dire qu'on ne peut plus voyager pour s'extraire du marécage français, on ne peut plus... S'extraire du marécage français ? Oui, actuellement, je pense que les gens sont face... Non mais heureusement vous aimez la France. Hein, parce que non mais je peux vous l'argumenter, j'espère, oui. Je pense que les gens... La pandémie a été un accélérateur parce que les gens tout d'un coup sont obligés de... Parce qu'en fait, il y avait toujours des dérivatifs, c'est-à-dire qu'on allait consommer tel spectacle, tel concert, et on se sortait un peu le nez de la merde. Là, malheureusement, pendant tout ce confinement, les gens ont été obligés d'assister chez eux à ce qu'est devenu la France. Et il n'y avait plus moyen de bouger, de se mentir, voilà. Et je crois qu'il y a eu une espèce de prise de conscience, et c'est à ce moment-là que moi j'ai constaté que c'est à ce moment-là que les gens avaient le plus envie de partir, mais pas parce que ça leur manquait, parce qu'en fait ils n'ont plus de, je sais pas comment le dire autrement, mais il n'y a plus de dérivatifs pour esquiver la réalité de ce qui est devenu la France. Et il y en a beaucoup qui la prennent de plein fouet, ils comprennent pas trop. Pour moi c'est un révélateur, cette crise, elle révèle ça. Elle révèle l'état de notre pays, elle a révélé l'état de nos hôpitaux, elle a révélé l'état de tension de la population, elle a révélé notre faiblesse à plein de niveaux, tout se délite, et on est obligé de rester. Ça ne peut aller... ça ne peut aller, j'enchaîne, hein, mais ça ne peut aller que plus mal, parce qu'il y a aussi un gros point qu'on n'a pas dit, c'est que ça a été une magnifique démonstration que les Français peuvent être encore plus soumis qu'ils ne l'étaient. Parce que les Français ont été extrêmement soumis pendant cette pandémie. Ils n'ont pas été disciplinés, parce que la discipline, on l'a vu, par exemple, quand il y avait les pénuries dans les supermarchés, etc., les Français n'étaient pas du tout disciplinés. Oui. Par contre, ils ont été extrêmement soumis. On leur dit, mettez un masque, ils mettent un masque. Et on est bien obligé de le faire, regardez non, ici. Pourquoi on est obligé mais parce que c'est les règles sanitaires de l'audiovisuel. Voilà, vous voyez, si je ne le fais pas, je n'ai pas d'émission, quoi. Eh bien, voyez, tout simplement, oui, parce que vous êtes seul. Mais enfin, en Italie, il y a 50 000 restaurants qui ont ouvert de force. Qu'est-ce qui s'est passé 15 jours après, les restaurants étaient ouverts. Et en France, quand on a dit aux restaurateurs ouvrez de force, non, on va m'enlever mes allocations, non alors. Et les gens dans la rue, moi je n'ai jamais porté de masque dans la rue de ma vie, jamais. Et vous me voyez là, je croule pas sous les amendes, je suis pas en prison, etc.
Les gens le mettent par peur. Ah, maintenant, on va mettre. Les Français ont montré que leur liberté valait 135 euros. Pas, vous demandez de l'autorité. Quand il y a de l'autorité, le respect des règles, vous dites qu'il ne faut pas les respecter. C'est évident, parce qu'on demande de l'autorité légitime. On ne demande pas de n'importe quelle autorité. Si demain, le gouvernement fait que. Si demain, c'est la Corée du Nord, il faut avoir une coupe de cheveux et une tenue, on ne va pas dire super, c'est génial. Moi, à titre personnel, je ne sais pas pour mes camarades, mais l'autorité que je demande, c'est pour être garant de mes libertés et pas l'inverse. Donc là, c'est tout l'inverse. Et je pense que ça a été un petit peu aussi une sorte de laboratoire pour l'État, pour voir jusqu'où il pouvait pousser la dictature, entre guillemets, la dictature molle, et de moins en moins molle finalement, de voir qu'est-ce qu'ils pouvaient imposer aux Français avant que ça explose. Est-ce qu'on peut leur imposer de ne pas voir leur famille ? Oui. Est-ce qu'on peut leur imposer des mesures complètement aléatoires sans jamais leur donner une seule preuve scientifique ? Oui, on peut. Et jusqu'où peut aller. En fait, ils ont été jusqu'au bout parce qu'on ne s'est jamais soulevé, personne n'a jamais rien dit. Donc je pense que maintenant, ça peut aller que plus mal parce que si demain, on restreint le mouvement, les libertés des Français pour une autre raison que la pandémie, comment pourrait-on dire non alors qu'on l'a déjà accepté une fois ? Regardez, Baptiste Marchais, je vous donne la parole, Christopher, dans un instant. Il y a la réaction des militaires, une réaction qu'on n'avait jamais vue. Ils ont écrit une lettre. Wow, pas grand-chose. Oui. D'accord, mais enfin, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Mais oui, mais enfin... Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent ? Qu'ils prennent les armes et qu'ils descendent dans la rue ? Mais en fait, j'en sais rien parce que moi je ne me mets pas à leur place. Simplement, je pense, si vous voulez vraiment mon avis mon avis sur la lettre des militaires, je pense que pour croire qu'une lettre peut changer quelque chose, il faut être extrêmement déconnecté de la situation actuelle, parce que les années précédentes nous ont montré que quand on était 1 million de personnes dans la rue, 1 million, Martial, ça ne change absolument rien. L'État n'a pas bougé d'un iota sur ces décisions quand on était 1 million pour la manif pour tous, quand on était 1 million de gilets jaunes, rien. Alors une lettre, je pense que Macron, au mieux, il a soufflé du nez. Il n'a pas l'air d'avoir soufflé, il a quand même, il a plus peur. Hein. On revient là-dessus. Christopher. Alors, c'est loin d'être mon domaine d'expertise, mais vous posez la question. Donc, moi, je ne pense pas du tout qu'on va vers un monde meilleur, comme vous le... C'est Klaus Schwab, c'est Schwab qui dit cela. Hein. Oui, moi, je ne savais pas qui Klaus Schwab, c'est le président. C'est le président du Forum ça. économique de Davos, il fallait écouter. Oui. C'est pas Pacito qui m'a fait dit, signe que je fallait que j'écoute. Voilà. Mais Klaus Schwab dit, il est président il a créé Davos. Donc, il a réunion d'ensemble des élites annuelles pour voir le monde de demain. Et lui, il dit le Covid, c'est une opportunité. C'est une opportunité pour créer un autre monde. On a vu tout le contraire. Un monde meilleur. Il a des choses avant. On a vu tout le contraire. Il dit un monde meilleur. Il dit, par exemple, alors j'ai retrouvé en 2016, il dit, je vous soumets ça, je te tutoie pas d'ailleurs, pourquoi je te tutoierais maintenant ? D'habitude, c'est ça. Mais je vous laisserai la parole après, je vous laisserai la parole. Il dit en 2016, on va vers un monde meilleur, il n'y aura plus, par exemple, d'accidents de voiture parce que les voitures seront... ça n'a rien à voir avec le Covid. Et il y aura des puces. Elles seront, comment dire, des voitures autonomes, connectées. Merci de mettre à l'oreillette le mot que je cherchais partout. Et donc elles seront comme cela. Il y aura la possibilité d'avoir une puce qu'on mettra dans le début sur les vêtements, puis après dans le cerveau, ça permettra de transmettre tout de suite les informations. On aura des fibres en acier, comme ça on débandera jamais. Non, mais c'est n'importe quoi, je veux dire. Même lui, je suis pas sûr qu'il croit vraiment. C'est une perspective du monde meilleur. Oui, même lui, je suis pas sûr qu'il croit vraiment à ce qu'il dit là. On a vu tout l'inverse. C'est de la pub, hein. Après. On a vu tout l'inverse parce que ce monde meilleur, où est-il ? Parce que déjà, ça fait des décennies qu'on nous le vend. Déjà, à l'époque de Retour vers le futur, on s'imaginait que le futur, ça allait être des overboards. Alors, il est où mon overboard ? Je ne sais plus qui dit ça. Où est mon overboard aujourd'hui ? Il n'y a aucun overboard. On s'est pris des vagues migratoires dans la gueule. C'est vrai qu'on devait avoir des voitures volantes et voilà, on a des Uber Eats à vélo pakistanais. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a une certaine déception quand même. Donc aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est tout l'inverse. Et là, la crise sanitaire nous a aussi montré tout l'inverse. Baptiste a parlé des gens qui se précipitaient dans les supermarchés pour du PQ. Est-ce que ça, c'est pas de l'individualisme qui nous attend ? On a parlé aussi des petits commerces. Il y a eu de l'aide aux plus anciens. Il y a eu des solidarités qui se sont créées. Il y en a eu des réelles. L'aide aux plus anciens, on les a laissés crever. On leur a dit mangez pas. Venez pas faire Noël avec nous, mourrez dans votre coin. C'est ça l'aide aux plus anciens. Non, je suis désolé. C'était l'horreur. Moi, j'ai une grand-mère qui a 90 ans et je pense qu'elle serait morte si je l'avais laissée dans son coin à Noël de ne pas voir ses petits-enfants et ses enfants. Et il y a des millions, je pense même, de Français qui l'ont fait par peur. D'accord ? Donc quand par peur, on est capable d'abandonner ses aînés, on ne va pas dire que c'est de la solidarité. C'est pas vrai, c'est de la trouillardise. Alors, le trouillomètre à zéro. Christopher. Oui, et l'aide aux anciens, pour rebondir là-dessus,
Elle existait de plus grande ampleur avant, justement, cette société du progrès. Mais c'est ce que dit Patrick Buisson dans son dernier livre. Là, on entre dans le désenchantement du monde. On s'est rendu compte que ce monde qui a voulu nous couver n'était pas capable de nous protéger de tout. Et là, on déchante et on essaie de se mentir à nous-mêmes. Donc non, on va vers une dictature sanitaire. L'État qui profite, je voulais préciser ça aussi, le Français a été habitué à baisser la tête depuis 1940 parce qu'il s'est pris un énorme coup de massue. Les Allemands en 3 semaines à Paris, ça a été un traumatisme national. Et quand je dis ça aux gens, ils ne me croient pas, ils me disent oui, mais on ne pense pas à ça tous les matins. Oui, mais dans l'inconscient collectif, on est devenu un peuple de soumis qui baisse la tête, à part la parenthèse gaulliste un petit peu. Et moi, je crois que c'est profondément ancré chez le Français aujourd'hui. Et bien là, on l'a vu, il a baissé la tête, il a mis le masque, il a eu la boule au ventre de se prendre 135. Baptiste l'a dit, sa liberté vaut 135 €. Aujourd'hui, c'est rien, 135 €. Donc pour moi, c'est énorme pour les petits budgets, il faut le dire. Pour les petits budgets, moi, j'ai vécu des années avec un salaire à peine au-dessus du SMIC que je devais partager avec ma vie de sportif de haut niveau. Donc, mais c'est pas le prix de ta liberté. Mais voilà, ça ne change rien à ça. Alors, j'essaie de continuer quand même. Il y a eu la gratuité, il y a eu quand même l'entraide, la solidarité, le don de soi, le dévouement bien commun. Il y en a eu ces valeurs. On n'a pas vu, nous. On a dû passer à côté. Par exemple, Patrick Buisson, dans La fin d'un monde, dit, malgré tout, il dit que la bonne nouvelle qu'on peut voir, c'est que les gens ont douté du progrès, de son irréversibilité. Voilà. Est-ce que ça, c'est le fait que les progressistes, c'est vrai, on a l'impression qu'ils n'avaient pas prévu qu'il pouvait leur arriver sur la gueule le surgissement d'un événement de type moyenâgeux, finalement. Roi des Visigoths. En fait, le problème, moi, ce que je déplore, c'est que ce qu'il y a de terrible, c'est, en fait, dans les dystopies qu'on nous présentait, parce que tout à l'heure, on a évoqué les films qui parlaient du futur dans les années 80-90, on nous évoquait un futur dystopique, mais où il y avait quand même de l'action. C'était pas une dystopie passive. Ouais. Et en fait, ce qu'il y a de terrible, c'est que on n'arrive pas à résoudre les problèmes qui nous assaillent. Il n'y a pas non plus un beau spectacle final à la Mad Max où on se rentre dedans avec des bagnoles custom et quelque part, c'est un dernier coup avant de disparaître. Mais ça, typiquement, franchement, au lieu de pourrir les 80 prochaines années à regarder Aubervilliers déborder sur Paris, je préférais que directement on pimpe ma Yaris, on se rentre dedans, on fasse des machines, qu'on monte des mitrailleuses de 50. Non, mais qu'on fasse un truc rigolo, que ça soit à la Mel Gibson dans Mad Max et qu'on en finisse. Compris, ouais, là, le pourrissement... Tu veux une mort à la Jean de l'aveugle, comme on peut Exactement. parler. Exactement. Que ce soit exactement. Et en fait, franchement, regardez cette civilisation pourrir, se renier, se demander si elle doit célébrer l'homme le plus illustre de son histoire. Je n'en peux plus, j'en ai marre. C'est pour ça que j'arrive de moins en moins, en fait, à avoir de la dérision sur ça. Parce qu'en fait, j'arrive à un moment où il y a une forme de nihilisme et je me dis, on discute et tout. Moi, je continue à faire ce travail-là. J'essaie de faire de la pédagogie. Les jeunes, leur expliquer, allez, il faut aimer son pays pour ces raisons-là, pour ces raisons-là. Et quand je vois derrière un Usul qui a droit de citer partout, qui est financé par l'argent public. Mais il est financé par vos impôts. Et avec ces impôts-là, il dit que Napoléon, c'est un négrier qu'il faut cancel. Non, c'est vous qui financez les Usul. C'est ça, d'accord. D'accord. Je ne suis pas d'accord avec vous. Alors, comme je n'ai pas les sociétaires avec moi... si vous êtes venu chercher de l'espoir, c'est pas nous qu'il fallait inviter. Moi, j'en aurais toujours avant. Il fallait garder vos... Une fois que je serai crevé, j'aurai encore de l'espoir. Essayer de faire changer le monde. Juste pour ajouter une chose, il y a récemment, j'ai vu un documentaire sur vous savez, les Japonais qui se sont suicidés quand ils pensaient que l'Empire du Japon allait disparaître à la Seconde Guerre mondiale. Il y a toute une génération de Japonais qui se sont suicidés dans le combat contre les Américains. Et la génération qui est venue après, c'est Cheveux Roses Pikachu. Et il n'y aura plus jamais le Japon d'avant. C'est fini. Le Japon impérial, il est mort en 1945. Ouais. Et je crois que c'est malheureux. Je vais vous délivrer une terrible nouvelle. Je crois que la France est morte dans les tranchées de 14-18. Nous n'aurons plus jamais des Français de cette trempe-là. Ce sera extrêmement difficile de refaire Non, mais c'est pas possible ce que vous dites. Désolé. Moi, je vois toutes les semaines, depuis des années maintenant, 2 ans, des gilets jaunes qui descendent dans la rue toutes les semaines, qui font que des coups à prendre et qui sont là au rendez-vous et qui donnent les vrais problèmes, des vrais problèmes sociaux, etc. Ben, je veux dire, ils sont pas morts. Je vois des gens, qu'il y a des pères de famille qui sont exemplaires, il y a des mères de famille qui s'occupent des enfants. Évidemment, on ne dit pas qu'il n'y en a plus du tout. Il y en a. Mais sinon, on ne ferait pas ce qu'on fait. Évidemment qu'il n'y a pas d'espoir. Il y en a quand même de l'espoir. Il y en a plein, mais ça, c'est des Français, c'est pas la France. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'au compte-goutte, on existe. Vous me dites l'histoire, Jeanne d'Arc, c'est une personne. Elle sauve la France. Oui, mais derrière, il y a 200 mulets avec des massues. C'est ça le truc. On ne les trouve pas.
On est déjà 4, enfin je sais pas. Oui, non mais d'accord. Et 20, 24. Il ne faut pas sous-estimer. On est déjà 25 là. Et les techniciens 7. On est déjà 20, 31, 32. Et les donateurs qui sont 16 000, 28 000. Mais les gilets jaunes sont, par exemple, typiquement, ils ont été nombreux, ils avaient les bons diagnostics, etc. Mais quand il a fallu agir, je veux dire, quand il a fallu passer le cap de la manifestation, ils se sont heurtés à la police déjà qui aujourd'hui manifeste, mais je pense que ce ne sont pas les mêmes policiers qui manifestent aujourd'hui que ceux qui étaient en face des Gilets jaunes, donc c'est-à-dire qu'il y a une partie de la police qui, elle, est juste le bras armé du gouvernement, et en fait, à ce moment-là, vous êtes plus dans la revendication, il faut passer dans l'action où vous vous mettez en péril directement. Et ça, cette France-là, qui est capable de se sacrifier physiquement, elle n'existe quasiment plus. C'est-à-dire que personne n'est prêt à se faire tirer dessus pour ses idées. Même pas les gilets jaunes. C'est ce qui s'est passé. Quand il y a des tirs de LBD ou du gaz, on recule. Les Français reculent. Pendant 70 ans, reculent. Baptiste Marchais, pendant 70 ans en Union soviétique, le peuple il était soumis, il n'y avait personne pour se relever. Au bout de 70 ans, ils les ont virés quand même. Il a fallu 70 ans, d'accord. Mais rien n'était perdu. Les églises ont été reconstruites. Non mais la France, moi ce que je veux vous dire pour préciser le propos, la France, parce que c'est quand même une civilisation très importante, sans doute sous une autre forme, elle renaîtra, si vous voulez. Parce que par exemple, la Gaule a disparu, et puis c'est la France qui est du mélange gallo-romain, il y a eu la France. Et puis ensuite, à la fin du Moyen-Âge, on a eu la Renaissance. Et puis après mai 68, on a eu la République. Bon, à chaque fois, il y a des catastrophes, et puis finalement, la civilisation française, au travers de l'histoire, elle revient. Ce à quoi là on est confronté. Oui, mais attendez, c'est là la première fois de notre histoire qu'on est confronté à un problème, c'est que la composition de la population. Je vous parle, alors là, c'est terrible de dire ça, mais les lignées qui ne sont pas continuées après 14-18. D'accord, il y a des lignées qui sont allées mourir dans la Somme. C'était des lignées de gens si vous voulez, moi je pense que les chiens ne font pas des chats. Oui, il y a un problème génétique. Voilà, c'est-à-dire que je pense que franchement. Malheureusement, le peuple français a été saigné par cette guerre, mais d'une manière qui dépasse l'entendement. C'est-à-dire que vraiment, on a sacrifié ce qu'on avait de plus vénérable, de plus courageux. Et aujourd'hui, il reste parce qu'il y en a quelques-uns qui sont rentrés, qui ont fait souche, qui ont continué à perpétrer leur génétique. Il nous reste quelques Français de bonne volonté. Il y en a, il ne s'agit pas de le nier. Maintenant, on est très très peu, et il ne faut pas faire l'autre déni, qui est que si on sort au Kremlin-Bicêtre dans la rue, je vous garantis que les 37 qu'on est, par rapport au décorum qui nous entoure, on est bien peu. Et il y a les bobos qui vont nous poignarder dans le dos. Alors après, il faut ça le problème aussi. Je vais abonder un petit peu dans votre sens. Il y a de l'espoir. Voilà. Non mais il faut se dire que là, vous avez parlé de l'Union soviétique, la révolution bolchevique, elle s'est faite qu'avec 4000 personnes. Donc c'est vrai que c'est faisable. Et c'est là où moi je sais que la création de ma chaîne, ça m'a redonné beaucoup d'espoir là-dedans, parce que c'est vrai qu'on se rend compte qu'effectivement on existe encore. Moi, j'ai rencontré Hugo, notamment grâce à ma chaîne, et d'autres, etc. J'ai beaucoup de gens qui me suivent à droite, à gauche. Non, mais tu le fais tout le temps. Non, mais il n'y a pas de souci. C'est un coming out. C'est un coming out. Et pas mal de gens, et c'est vrai qu'on crée des réseaux, et en vérité, si un jour, parce que tout le monde demande quand c'est le bon moment, si un jour le bon moment arrive, c'est-à-dire qu'on est assez, qu'on est formé, et qu'en plus, on a les événements qui vont dans notre sens, pour le moment, les événements vont dans notre sens, c'est nous qui ne sommes pas réunis. Peut-être qu'il y aura une brèche à ce moment-là, mais le truc, c'est que la brèche va s'ouvrir, il faudra y aller, gagner ou perdre, et après, par contre, si on perd, là, je pense que ce sera définitivement fini. Allez, j'essaie pendant les quelques minutes qui viennent de vous changer pour essayer de vous redonner de l'espoir. L'après, meilleur des mondes, c'est par exemple le localisme qui fait son apparition. Les gens prennent conscience du recours aux productions locales, des circuits courts. Il y a le retour à la nature, il y a la réappropriation du monde rural. Est-ce que tout ça, ça vous parle? Il y a le respect de l'environnement, on va prendre moins l'avion. Et ça, c'est grâce à Greta. Tout ça est faux. C'est minoritaire. Ça, c'est faux. C'est justement, ils ont été biaisés encore plus. Les gens ont vu. Là, moi, je le. Dites tout de suite que je mens. Mais je le vis en tant que chasseur. J'ai vu l'espèce de soi-disant retour à la nature. En fait, c'est juste que les gens ont redécouvert qu'il y avait une forêt à côté de chez eux. Et putain, il y a des lapins dans la forêt, super. Et c'est vachement mieux quand il n'y a pas de chasseurs, il y a des lapins. En gros, ils ont fait des espèces de cheminements de pensée complètement idiots, et ils ont l'impression qu'il y a eu un retour à la nature. Il n'y a rien eu du tout. Les trajets en avion. D'habitude, on a le bois de Boulogne. Ces derniers temps, on pouvait faire des trajets en avion intérieur. Moi, j'en fais énormément pour mon travail. Il faut savoir que quand vous faites un trajet intérieur en avion, la très très grande majorité des vols Air France sont des vols qui sont écologiques, dans le sens où, en fait, si chacun des passagers avait pris sa voiture,
eh bien en fait, en impact carbone, c'est moins élevé. Vous voyez, donc ça, il faut avoir une petite réflexion sur le sujet pour s'en rendre compte. Dire ah ben c'est super, regardez, quand on prend plus l'avion, qu'on prend plus sa voiture, qu'on reste chez nous et qu'on vit plus, la nature va mieux. Non, en fait, ça se passe pas comme ça. C'est pas un vrai retour à la nature. C'est des biais de pensée. Et le localisme. Vous m'avez dit tout à l'heure, tiens, un instant, vous m'avez dit le port, c'était du port fermier d'Auvergne. Ça, il y a beaucoup de gens qui maintenant entendent cela, quoi. Le porc qui arrive du fin fond du monde. Oui, mais ils vont commander un truc sur Amazon qui a été fabriqué en Chine dans la demi-heure. Parce qu'en fait, l'un n'empêche pas l'autre peut-être. Hein. Le bobo de centre-ville, il va faire son week-end à la campagne. Tout d'un coup, il découvre les vaches. Il redécouvre la bouffe de vache. C'est fabuleux. Il est là. Tout d'un coup, c'est la révélation. C'est Hugo Clément typiquement, hein, je vais le cibler, parce que je suis en train de l'épargner, mais je vais le cibler. C'est longtemps qu'il est dépassé. Oui, c'est vrai que ça fait longtemps. En même temps, lui, franchement, il Hugo Clément, c'est typiquement vraiment le représentant de ça. C'est le citadin qui se fantasme une nature, alors qu'en France, il y a beaucoup de campagnes, il y a très peu de nature. C'est ce qu'on oublie. Par exemple, les forêts, il y a beaucoup de citadins qui ne savent pas que 90% des forêts, elles appartiennent à des gens. C'est pas des trucs qui sont là comme ça, voilà. Alors, les gens les laissent à disposition, mais il y a une méconnaissance du monde rural qui est gigantesque. Et les mêmes qui vous disent il faut que je bouffe du quinoa. Non, je pars à la suite de la phrase, je vais dire un truc. Et donc, du coup, les mêmes qui vous disent ça, eh ben, ils vont aller commander un truc. Ils vont commander du soja qui arrive de Chine, qui a une empreinte carbone 10 000 fois plus violente que la viande du boucher. Enfin, ça n'a ni queue ni tête. C'est vraiment la modernité est un tel léviathan, c'est un tel monstre que ça fabrique déjà des demeurés qui ne voient pas plus loin que le bout de leur nez et qui ont des discours. C'est démontable en 10 secondes. Je vois Baptiste s'échiner dans ses vidéos à expliquer des choses qui sont le b.a.-ba. Il y a 100 ans, quand la France, mais même pas, il y a 70 ans, quand la France était encore remplie de gens normaux, c'est-à-dire des gens de la campagne, la chasse, c'était pas extraordinaire. Le rapport aux animaux, il était sain, c'était normal parce qu'on vivait avec eux. C'était ni un fantasme, ni une espèce de déni. Et là, on est dans une telle dénaturalisation. Enfin, l'homme est tellement dénaturé, le français est tellement coupé de ses racines que, en fait, maintenant, c'est tout. Il y a une pléthore de discours que j'arrive plus à entendre. Vous avez compris que là, je suis déprimé en ce moment. J'ai envie que ça. Là, franchement. Je n'en peux plus, j'aime trop ce pays, si vous voulez. Là, c'est vraiment sincère. J'aime tellement la France que je ne supporte plus de la voir mourir. C'est comme quand vous avez un être proche qui est en train de faire une chimio. On vous dit, bon, voilà, il y en a pour 2 mois, alors on le voit s'amoindrir. C'est terrible de faire ça. Et je ne supporte pas. Il y a des pays, on s'en fout. La France, c'est une des plus belles civilisations que l'humanité ait données. Et on est en train la gauche et l'inertie nous forcent à la regarder pourrir. Et ce n'est pas ma nature, et c'est pas la nature de... Ce que vous prenez pour du désespoir, c'est du pragmatisme. C'est ça, voilà, c'est ça. Oui, mais le pragmatisme est souvent désespérant, c'est ça aussi. Comme je voulais ajouter par rapport au retour à la nature, en plus, il y a un certain effet de mode, un côté hypocrite, qui en plus ne date pas du Covid, ce retour à la nature, on le constatait bien avant. Ces gens fantasment la nature, comme disait Papacito, fantasment la nature, vont s'installer à la campagne. Très vite, il y a la 5G qui leur manque. Ils font leur petit bac à compost, mais ils vont gueuler parce que le tas de fumier du paysan d'à côté pue. Parce que les cloches on a vu tous les problèmes de voisinage qu'il y a eu entre des citadins installés à la campagne pendant la pandémie. Aussi, parce que le coq chante le matin. Ça, ils y étaient pas prêts, en fait, les mecs. Donc, quoi ? J'ai dit oui, tu l'as entendu ce matin. Non, mais t'as pas de coq. Ils ont fait supprimer les cloches dans les villages. Ils ont demandé à ce qu'on arrête les cloches. Ça, vous le savez, ça ? Oui, ça, c'est scandaleux. C'est horrible. Bon, mais ça, typiquement, moi, je pense qu'en fait, on peut s'en sortir si on enferme les villes. Il faut mettre. Ça y est. Là, c'est du tertri qui revient. Il faut mettre. Parle-nous des barrages. Il faut mettre le votant écolo Startup Nation. Il faut le mettre avec son livreur Uber Eats d'Aubervilliers, d'accord ? On ceinture, on refait la France autour, on attend qu'ils s'exterminent entre eux et qu'il y ait il y aura des no man's land partout en France et puis on refait la France à la campagne. Mais moi, je n'en peux plus. L'axe Startup Nation, charia, j'en peux plus en fait. Voilà. Klaus Schwab veut mettre fin aux conflits mondiaux grâce à la pensée unique. Message de Klaus Schwab aux complotistes, oubliez-moi, le complot n'existe pas. Et puis, comme ça va vous donner satisfaction, Ignace vous aura entendu, évolution de l'homme vers un monde meilleur, et il devient un mouton. Voilà, comme ça, il vous a donné raison. Ignace rejoint nos invités. On se retrouve dans quelques instants pour un nouveau thème de ce bistrot Liberté sur votre média alternatif. Baptiste Marchais, Christopher Lannes et Papacito. On se retrouve dans un instant.
des questions qui vont vous être posées. Pour cette rubrique Confession, chacun d'entre vous va répondre à ces questions qui vont vous être présentées par une voix, parce que nous nous sommes achetés depuis 1 an une voix comme TF1. Voilà, on a fait des dépenses. On a fait des dépenses. Allez, est-ce que c'est à cause de ça qu'on n'a plus de vin, il n'y a plus de budget? Oui, absolument. Voilà, là, on ne peut pas tout faire en même temps. C'est la question ou le vin. Voilà, on écoute. Quel fait d'actualité vous a le plus marqué au cours des derniers mois? Au cours des derniers mois, fait d'actualité, Christopher. C'est bizarre, je la reconnais cette voix, non? Oui, mais on fait toujours famille. Moi, forcément, c'est le bicentenaire de la mort de l'empereur avec... C'est une réponse courte ou on a un peu de temps pour... Court, avec un peu de temps. Un petit peu court, bon. Le bicentenaire avec le Nurchi de Napoléon Bonaparte, que je salue ici, qui s'est mobilisé. Donc on a eu un relais sur CNews. Énormément de jeunes qui se sont mobilisés en 2021 pour crier « Vive l'empereur », pour bouffer des oignons crus, crier des choses pas gentilles sur les Anglais. C'était épique, j'ai été y faire un tour, c'était magnifique. Donc moi, c'est évidemment l'événement que je retiendrai. Voilà, et s'il nous écoute, on le salue, bien évidemment. Papacito. Moi, c'était plus l'invasion du Haut-Karabakh par l'Azerbaïdjan, qui est au port de l'Europe. L'Arménie, c'est la première nation chrétienne de l'histoire. On n'a pas bougé, il ne s'est rien passé, on a été un peu dans l'acceptation de tout ça. Moi, j'étais vraiment peiné de voir l'incapacité, l'impossibilité, l'impuissance de l'Occident face à ce qui s'est passé. Et c'est quelque chose qui m'a marqué parce que ça prouve qu'on est en train de décliner. Moi, je pense que c'est un signal de déclin, ça. Il y a quelque chose qui ne va plus parce que c'est une tentative. Moi, je l'ai lu comme étant une nouvelle croisade et l'Occident n'a pas répondu. Oui. Précise d'ailleurs que dans le journal de ce mercredi, il y a un sujet sur les Arméniens. Nous avons suivi pour TV Liberté, nous étions à la manifestation organisée par les Arméniens à Paris, avec de nombreux politiques. Votre fait d'actualité, à vous, Baptiste? Eh bien, moi, je pense que c'est très récent. C'est ce jeune homme dont j'ai oublié le nom qui avait commis un double meurtre à l'aide d'une arme déclarée en stand de tir et qui fait que Gérald Darmanin a pris la parole pour expliquer qu'il certainement il pensait à désarmer les tireurs sportifs et les possesseurs légaux d'armes, ce qui est une marge de plus pour renvoyer un petit peu plus les Français à leur statut de victime, quoi. C'est-à-dire que absolument, là, on a pris un fait qui est vraiment extrêmement exceptionnel, parce que absolument aucun meurtre, aucun attentat n'est commis avec des armes déclarées. C'est si facile d'avoir une arme non déclarée et c'est si compliqué d'avoir une arme déclarée. Mais enfin, ceux qui déclarent leur arme, je vais simplifier les choses, mais généralement c'est les gentils. Et dans la politique qui est menée, on désarme un peu plus les gentils. Donc je pense que ça peut être encore un peu plus catastrophique pour que si un jour, hélas, on a besoin de s'en servir, et bien, les Français seront encore plus dans la position de subir qu'ils ne le sont déjà, ce qui est difficile à croire, mais ça va arriver. Voilà. Darmanin, c'est sa fête aujourd'hui. Il a déjà été hué par les policiers. On peut être hué ici aussi, c'est une bonne chose. Allez, on poursuit les questions. La voix. Quel est votre héros dans la fiction? Baptiste. Il y a un personnage que j'aime beaucoup, c'est pas spécialement mon héros, mais il y a un personnage que j'aime beaucoup, c'est Marv de Sin City, qui est un personnage complet. J'aime bien les personnages d'action un petit peu caricaturaux, donc dans les action movies vraiment très virils, très exagérés. Et en même temps, j'aime les personnages très profonds. J'en ai déjà parlé dans Tueur en série, et je trouve que Marv, il a une telle ambiguïté, une telle dichotomie dans sa façon d'être, qu'il devient hyper intéressant, et je pense que j'adore ce personnage. Ouais. J'adore sa réflexion sur le monde et le fait qu'il soit complètement décalé, presque d'une autre époque par rapport à ses contemporains. Vous n'êtes pas bien dans cette époque? Moi? Notre époque. Vous? Oui, vous. Ah, bah, pas terrible, non? Pas terrible, d'accord. Vous auriez préféré? Ah, je sais pas. Après, c'est toujours difficile, en vérité, de dire. Mais moi, j'ai un certain attrait, comme Christopher, pour le 19e siècle. Pour le début du 20e siècle aussi, je pense que soit l'avant, soit l'après-guerre, Première Guerre mondiale, c'est vrai que c'est une époque qui me plaît esthétiquement, dans les mœurs, etc. Et qui n'est pas si éloignée de notre époque pour qu'on puisse se transposer assez facilement. Christopher, votre héros dans la fiction? Moi, j'ai pas trop su répondre à cette question parce que mes héros, pour la plupart, sont pas dans la fiction, ils sont dans l'histoire. C'est eux qui m'habitent. Pardon, il nous chie à la gueule. Moi, c'est l'histoire. On va prendre une prise de volet là. Je vous laisse vos bandes dessinées. Déjà, pendant l'émission, tu as cité Rambo, Chuck Norris, tu vois, donc je savais. Je savais quel allait être ton héros, le profil du héros. Non, mais du coup, pour ce qui est de la fiction, on va partir sur une série, pour faire écho à Tueur en série. Moi,
pas mon héros, mais un personnage qui m'inspire, comme disait Baptiste, c'est Tony Soprano, qui est un personnage d'une extrême complexité. Alors, où est-ce qu'on le trouve, Tony Soprano, pour ceux qui savent dans la série Les Sopranos. Voilà. C'est quand même ceux qui savent pas, je suis désolé pour eux. Un gros loser. T'as choisi quand même un mec. Un gros loser. Bah, c'est un loser quand même. C'est quelqu'un qui est. Oui, c'est génial de dire que c'est mon héros. Mais c'est pas un loser, c'est le patron de la mafia du New Jersey, mais il a des problèmes familiaux à régler. Il va voir un c'est un personnage d'une extrême complexité et j'aime beaucoup. Voilà. Non, mais si t'as besoin de parler. On a parlé hier, Baptiste. Je sais, je vois bien. Mais on est dans Confession, ça tombe bien, il n'est pas si tôt. Moi, je vais les réconcilier. C'est à la fois un personnage de fiction et à la fois un personnage historique. Bon, j'avais parlé de Cyrano de Bergerac. Là, du coup, comme vous me reposez la question, j'en ai un autre tout trouvé. Roland Lepreux, Roland de Roncevaux. On en parlait hier soir. Personnage qui, en soi, n'a pas réalisé des choses extraordinaires dans le sens où la légende le dépasse, bien sûr. Mais il a accouché d'un mythe qui a fabriqué la chevalerie. C'est vraiment en France que s'est formé les valeurs chevaleresques, qui sont la rencontre entre le mythe de Roland et la structuration par l'Église des barbares, grosso modo. Et c'est ce qui a donné, via la chanson de geste, via les troubadours, les notions et les valeurs de la chevalerie. Ça vient de Roland. Et c'est vrai que c'est un personnage qui n'est jamais célébré dans notre pays. Il y a très 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 peu d'allusions à Roland, alors que pour moi, le fait médiéval est quelque chose d'extraordinaire et la chevalerie est une invention française, et c'est une invention française qui est inspirée de Roland. Donc pour moi, c'est vraiment un être fondateur, et il n'y a absolument aucune fiction. Enfin, les Français, à part faire des films sur des commissariats avec des gens pas crédibles dedans, style Mousdiouf et je sais pas qui est à la place du commissaire, bon bref, ils devraient nous faire des trucs sur Roland. On a une histoire, j'en parlais hier avec Christopher et Baptiste, on a une histoire qui est très 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 riche. Il y a Napoléon, il y a Roland, il y a Saint-Louis. Pourquoi on n'a pas des séries mais c'est la grande frustration de nous trois qui sommes de générations un petit peu différentes, mais communes quasiment. C'est la grande frustration des mecs de notre génération, c'est d'avoir autant de matière au niveau séries, films, etc. À consommer et jamais rien qui vient de notre propre histoire. Alors que vous avez Versailles sur Canal+, c'était sympa, non ? Versailles sur Canal+. Oui, super. Oui, non, mais les mecs en ruban, stop. Voilà. C'est-à-dire que des trucs épiques, il nous faut des trucs épiques. Voilà. Les intrigues de salon avec des mecs à perruque, j'en peux plus. Dès qu'il y a une mouche, déjà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Voilà. Si on avait la chance d'avoir pour caricaturer un Hollywood français, avec une volonté hollywoodienne qui est d'exagérer un peu, de mettre en avant. Si on avait cette chance, on aurait, comme disait Baptiste, matière énorme dans l'histoire de France. Même un Bollywood français. Ouais, on s'en content, on prend. C'est pourri, on prend. C'est pas grave. Au moins, il y a quelque chose. Un Bollywood français. On va passer à l'autre question. Je vais la regarder en attendant. On va l'écouter. Et si vous étiez un livre ? Et si vous étiez un livre ? Est-ce que ça serait un livre alternatif ? C'est pour moi la question. Ah ben, moi je vous regarde, répondez. Si j'étais un livre, ce serait un livre qui m'inspire beaucoup, qui est à la fois dramatique et beau. C'est Martin Eden de Jack London. Ah oui, très bien. Ouais, c'était une lecture quasiment obligatoire à l'école, ça. Je ne l'ai pas lu à l'école. J'ai lu Cro-Blanc à l'école, je crois. Mais celui-là, non. Celui-là, je l'ai lu de mon propre chef plus tard. Mais super. Bouleversant comme livre. C'est vrai, c'est un très beau livre, très beau livre. Messieurs, Baptiste Marchais ? Moi, je vais dire, en fait, j'ai hésité à mettre cette réponse parce que ça va paraître très pompeux et faux. Dites-le Je pense que en fait, je ne sais pas si j'étais ce livre, mais en tout cas, un livre qui m'a particulièrement marqué et qui est une œuvre monumentale, c'est Mémoires d'outre-tombe de Chateaubriand. Non, mais parce que ça paraît bizarre que ce soit moi qui dise quelque chose comme ça, mais pour de vrai, c'est vraiment, je pense, l'auteur qui m'a le plus transposé. Moi, ça ne me surprend pas que vous aimiez les Chateaubriand. Oui. Moi, j'aime beaucoup. Je trouve que Don Quichotte est vraiment quelque chose qui a remis un petit peu l'épopée au goût du jour. Je l'ai relu récemment, c'est tout à fait d'actualité, puisque on est un petit peu en train de se battre contre des moulins à vent. Donc c'est vrai que la poursuite du rêve envers et contre tout, envers une époque qui est décevante. Enfin, c'est une histoire qui, avec le temps, me touche de plus en plus, parce que la conjoncture nous amène de plus en plus à lui ressembler. Les gens qui pensent comme nous. Et c'est vrai que du coup, j'ai vachement d'empathie pour. Quand j'étais petit, je le méprisais. Et maintenant, avec l'âge, je me rends compte que finalement, je ressemble. Et c'est quoi votre quête à vous ? Oula, déjà, de manière très simple, je parle l'idéal, ça serait d'arriver à revivre dans une France que j'ai cru apercevoir au début des années 90, qui était quand même
assez encore apaisé, même s'il y a des problématiques qui étaient naissantes. On était déjà post-mai 68. Mais mon rêve, ça serait de retrouver une France apaisée. Vraiment, on est dans un des plus beaux pays du monde. Et putain, je dis des phrases stylées, tu tousses, tu vas aller au goulag, toi. Non, mais vraiment, ce sera le 12 mai, le suicide de Christophe. Ça ferait du bien de revoir la France. Franchement, je rêverais de faire des trucs simples, mais dans une France qui va mieux. J'en rêve. Enfin, rêve pas trop. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Allez, on passe à la question suivante. Que chantez-vous sous la douche? Que chantez-vous sous la douche en toussant? En toussant, oui. Non, je chante pas sous la douche, mais si je devais chanter sous la douche, ce serait la BO des Gardiens de la Galaxie. Voilà. La BO des Gardiens de la Oui, Galaxie. j'assume, il n'y a pas de problème. La BO des Gardiens de la Galaxie. Il n'y a que des réponses ridicules à cette question, de toute façon. Ben oui, là c'est bien, comme c'est déjà. Ici de Châteaubriand, c'est quoi ça, tu peux pas suivre le... Mais c'est quoi, alors? L'air, c'est quoi? Mais il y en a plein, c'est une BO absolument géniale, mais vous êtes trop violent. Chante-nous. Je vois très bien ce que c'est quand même, les Gardiens de la Galaxie. J'ai suivi Baptiste Marchais. Bah, vous avez déjà une petite idée, vous m'en avez déjà parlé la dernière fois qu'on s'est vu. Dites-le-moi. Il y a des chances que ce soit... la comédie. Il y en a plusieurs des possibles, mais il y a des chances que ce soit entre Dalida, Johnny Hallyday, ce genre de... Ah, c'est vrai que t'aimes beaucoup Dalida. J'adore Dalida. J'adore Dalida. Alors, je me suis renseigné. J'adore Dalida, c'est la plus grande chanteuse de tous les temps, ça se passe de débat, c'est tout. C'est marrant parce que le dernier que j'ai entendu le dernier qui adore une chanson de Dalida qui s'appelle C'est fini la comédie, qui est sûrement sa plus belle chanson, et C'est fini la comédie. C'est Ruquier qui adore Dalida. Oui, bon, bah... Non, j'ai jeté un froid. Peut-être que c'est parce que, justement, peut-être que Dalida, ça transcende un petit peu les personnes, et que du coup, on peut aller d'un spectre d'auditeurs qui est extrêmement vague, et qui va de moi à Ruquier. Qu'est-ce que vous aimez? Sa période égyptienne, sa période disco, sa période... Non, mais pour de vrai, je me suis renseigné un max, si vous voulez vraiment que je vous dise quelque chose sur Dalida de profond, puisqu'apparemment, il faut que j'en parle. À chaque fois que je suis liberté, il faut que je parle de Dalida. Mais moi, c'est pas moi qui vous fais parler de Dalida, je vous ai dit Dolly Parton la dernière fois. Oui, c'est vrai. Mais il se trouve que Dalida, quand elle était petite et qu'elle vivait en Égypte, elle avait une maladie dont j'ai oublié le nom, qui a été obligée de garder les yeux bandés pendant de très longtemps. Elle était très petite, elle avait moins de 6 ans, et donc pour une gamine, c'est très dur de vivre aveugle à cet âge-là. Et son père était le premier violoniste de l'Opéra du Caire. Et en fait, il était sous contrôle, puisqu'il était réfugié italien, donc normalement, il n'avait pas le droit de sortir de son camp. Et en fait, il faisait le mur après ses représentations pour venir jouer du violon à sa fille, pour qu'elle puisse s'endormir, parce que c'est la seule chose qui la calmait de ses crises de panique. Et je pense qu'au vu de ce fait, on comprend mieux le rapport qu'elle a avec la musique, qui était presque une musique de guérisseur, etc. Une musique qui a un côté dans le soin, dans le fait de parler à l'âme, etc. D'accord. Gigi Papacito, votre... C'est magnifique ce que vous chantez sur la douche. Je vous ai demandé... Alors, je ne sais plus, qu'est-ce que je vous pose la dernière fois, je t'avais dit que quand je me chauffais chauffais au fioul, j'avais pas le temps de chanter parce que, mine de rien... Bon, déjà, une fois sur deux, quand on dort chez lui, il n'y a pas d'eau chaude. Il n'y a pas d'eau chaude. On ne chante pas. Donc on ne chante pas du tout, on crie. Mais en ce moment, j'ai une petite période régressive. Je me remets à chanter les chansons de la cour de récré, justement des années 90. Trop du cul du chat, la bite à papa. Mohamed Couscous. Je ne sais pas pourquoi. Tu dis ça après Dalida, enculé. C'est comme ça. J'aurais aimé le dire avant, mais si tu veux, t'as fait un putain de truc, je suis obligé de dire la vérité. C'est marrant que tu parles de Mohamed Couscous parce qu'il se trouve que Laurent Ruquier chantait. Et voilà, donc c'est très régressif. Moi, je n'ai pas ça en tête parce que j'étais trop jeune. Je vais pas la faire, Mohamed Couscous. Si, vous me la faites parce que la dernière fois, il m'a dit que vous ne pouviez pas chanter. Ah, si, les chameaux de Si, on vous écoute. Ne fais pas ça. Non, stop, non, mais je vais pas le faire. Je vais pas le faire. Mais vous rappelez pas le tam-tam sur le cul de ma femme? Ça rappelle pas. Non, mais toi, il n'y avait pas ça à ton époque? Si, bien sûr. Voilà, le tam-tam sur le cul de ma femme, moi, ça me fait rire. Donc en ce moment, il y a ça. Bon, allez, vivement qu'on vienne chez vous. Allez, nouvelle question. Avec qui aimeriez-vous dîner? Avec qui aimeriez-vous dîner? Papacito? Ça dépend. Avec une femme, j'aime bien pour pouvoir chanter. La dernière fois, je vous avais dit Duterte, ça reste toujours le même, il me fascine, il me régale. J'ai vraiment envie de bouffer avec lui pour de vrai. Et si je dois choisir quelqu'un qui me permettrait de le faire rentrer dans mon périmètre, donc de l'attraper, j'aimerais bien bouffer avec Edoui Plenel, quoi. Comme ça, je peux le clasher pendant 1h30, il me regarde manger, un truc humiliant à la Louis VI le Gros. Comme Louis VI le Gros, on en parlait hier. Louis VI le Gros conviait les gens qui l'aimaient pas. Quand il y a quelqu'un qui voulait lui faire la guerre, il l'invitait à table, il bouffait la moitié du salaire du mec sur une année. Il disait voilà, ça c'est pour ma bouffe, imagine mon armée. Et le mec reparti, il s'était humilié parce qu'il y a un mec qui a mangé. Et je trouve que c'est le style absolu. Il n'y a rien de plus violent que manger beaucoup devant un mec, totalement à l'aise et le déconsidérer.
et lui montrer qu'il peut rien faire, quoi, à la médiévale. Voilà. Louis VI le Gros, et vous? Moi, je vais rester dans à peu près le même domaine. J'aimerais bien manger avec Gérard Depardieu sur ma chaîne pour un repas de senior, si tu nous entends. Et en plus, ça peut se faire. C'est possible, on y travaille en ce moment, on a des pistes. Donc, bon. Le grand Depardieu, ouais. Allez, avec qui vous aimeriez dîner? Moi, j'adorerais manger avec des gens du calibre de la trempe de Mike Horn ou Sylvain Tesson, parce que ce seraient des gens qui auraient des choses incroyables à raconter, et ça me plairait beaucoup de les écouter. C'est largement faisable. Hein. Oui, c'est faisable, oui, mais bon. Voilà, Sylvain Tesson qui est sur les traces de Rimbaud dans son dernier ouvrage. Je dis Sylvain Tesson qui est sur les traces de Rimbaud dans son dernier ouvrage. J'ai pas suivi son actualité. Donc c'est Sylvain Tesson? Oui, c'est bon. J'ai compris. Moi aussi. J'aimerais beaucoup. Je l'ai déjà rencontré, mais on me pose la question. Donc ce genre de profil d'explorateurs qui ont un vécu et une aventure humaine à raconter, ça me plairait beaucoup. Vous êtes un grand voyageur aussi? Pas du tout. Non, c'est ça. Allez, nouvelle question. Que mangeriez-vous sur la tête d'un pouilleux? Christopher, qu'est-ce que vous mangeriez sur la tête d'un pouilleux? C'est dire que vous avez faim? Alors, je ne mangerai rien du tout sur la tête d'Usul, ça qu'on soit d'accord. Mais sur la tête d'un pouilleux, si c'est qui Usul, là aussi, hein, il faut malheureusement préciser, mince, je me suis embarqué. Non, mais il est connu. Usul, c'est un gauchiste, je crois qu'on peut le dire, qui est passé du jeu vidéo à Mediapart. Donc voilà, en termes d'évolution de carrière, c'est un bref passage par la pornographie. Un bref passage par Pornhub, il y a beaucoup de choses à dire sur le parcours d'Usul, et qu'aujourd'hui s'est permis une vidéo où il propose de cancel, c'est-à-dire supprimer, annuler Napoléon. Donc c'est ce genre de personnes qui veulent effacer notre histoire, et je lui ai cordialement répondu. Enfin, j'ai été vers des attaques sur le physique, on m'a reproché ça, parce que déjà c'est très tentant. Hein, Tout à fait. Et deuxièmement, si j'ai fait ça, c'est parce qu'il s'est permis de dire qu'il fallait sortir dans la rue pour tabasser du flic. À partir du moment où on dit ça, pour moi, on mérite au moins de se faire remettre en place. Il faut le replacer sur la chaîne alimentaire. Voilà. Oui, voilà, sur la chaîne alimentaire, voilà, exactement. Donc je ne mangerai rien sur la tête d'Usul, mais sur la tête d'un pouilleux, s'il faut choisir quelque chose, ce serait les raviolis de ma grand-mère. Voilà. Les raviolis de sa grand-mère. Voilà. Bah, moi, pareil. C'est la même grand-mère. Dites-moi, parce que c'est le moment de le dire, hein, si vous êtes frère. Moi, c'est difficile à dire ça, parce qu'il y a beaucoup de choses que j'aime, mais il y a des plats comme ça qui, je pense, qui me plairont toujours, comme le cœur de veau, par exemple. Ah oui. Voilà. Je m'attendais à tout sauf cœur de veau. C'est vrai, pourquoi? C'est hyper bon, j'adore ça, j'en mange un par mois. C'est rare. Oui. Ouais. Ah, d'accord. Voilà. Bah, ça se mange moins aujourd'hui, mais pourtant c'est extrêmement bon, le cœur. C'est comme les carottes, ça rend aimable, non, rien de... Ah, je sais pas ça. Bah, essayez, faut voir. Non, mais... non, j'ai gardé les raviolis de la grand-mère. En attendant, Papacito. Oh, moi j'aime tout vraiment. Franchement, je peux pas dire que j'ai le plat préféré parce que je... Oui, on est trop gourmet pour c'est ça. Il y a du sud-ouest. Ouais, tout ce qui a trait au canard, les aiguilles de canard. J'en ai parlé avec Baptiste Marché. Je vous ai vu dans une vidéo en train de manger 3 canards à l'entrée, 8 canards pour un repas de seigneur. Il m'a reçu, on s'est régalé. Voilà, le canard, pour moi, c'est un des patrimoines fondamentaux de la culture du Sud-Ouest. Et vraiment, je parle de culture parce que ça en fait partie. Il y a tout ce qui s'articule autour. Après votre repas, ils ont disparu. Il n'y en avait plus. Parce que là, vous avez. De quoi, pardon? Après votre repas, les canards. Ah oui, là, c'était fini. Ouais. Après, effectivement. Fin du canard. Ah oui, là. Mais hier soir, à 3, on a fait presque un repas de seigneur. Hein. Il n'y avait pas de caméra, mais ça a été. Sur du travers de porc. Sur des travers de porc. Grand comme ça. Ils étaient balèzes, ouais. C'est du porc fermier d'Auvergne. En plus, c'est des travers avec Cohen, donc ouais, il y avait de quoi manger. Il y avait 5,5 kg de travers de porc. C'est de la folie. Voilà. Ah oui, 5 kg. Bon, après, il y a le poids des os quand même. Hein, donc... Oui, bien sûr. Allez, dernière question, que dira de vous? Que dira de vous la postérité? Voilà, que dira de vous la postérité, messieurs? Allez. Qui ouvre là? J'espère qu'elle dira que j'étais un amoureux de mon pays, de son histoire, qui a essayé de la partager, de la transmettre du mieux possible, parce que c'est mon but. Moi, mon but, c'est... Je me revendique ni historien, ni intellectuel, ni quoi que ce soit. J'ai une passion, un amour profond pour l'histoire de France, un amour aux tripes même. Et mon but, c'est de transmettre cette passion et de faire aimer la France aux gens, parce que l'éducation nationale, aujourd'hui, a totalement défailli à cette mission. Donc j'essaye de mon côté de faire aimer la France aux gens. Voilà. Baptiste Marchais, qu'est-ce que va dire de vous la postérité? J'espère qu'on dira que j'ai jamais transigé. Ça suffit, je pense. C'est pas mal. Ne pas subir comme de l'âtre. Ouais.
Papacito. Mais moi, à chaque fois, je vous dis la même chose. Je pense qu'on va rentrer dans une période où on est dans le temps court et il n'y aura plus de postérité comme il y avait avant. Tout simplement parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont mis sur le devant de la scène via la multitude de médias qu'il y a. Et en vérité, aujourd'hui, c'est pas tant la postérité qu'il faut chercher, c'est d'être fonctionnel dans nos combats. Voilà. Moi, j'estime que de la même manière qu'un produit, on a une date de péremption et un pic d'activité parfait. Tant qu'on peut se battre pour les choses qui... Moi, je vois plus les choses comme... il faudra qu'on soit des passeurs, qu'on fasse de la transmission, mais on sera les réceptacles de plus grand-chose parce que je crois que l'histoire, malheureusement, en Occident, elle est à l'arrêt. Elle est à l'arrêt. Nous, on est en train d'essayer de perpétuer les ruines, ce qui est dramatique. On n'est même plus dans la construction. Donc je pense qu'il n'y aura pas de postérité. Il y aura une postérité, là, comme ça, dans nos familles, peut-être une dizaine, vingtaine d'années. Mais je pense que c'est fini, la postérité. Je pense que l'Occident ne mérite même presque plus de postérité. On n'a pas fait assez de grandes choses. Hein. Ouais, c'est sûr. On va peut-être aller en chercher parce que là, il faut savoir la date de notre suicide aussi à nous. Merci. Confession des invités XXL. Vous avez tous mon absolution et il n'y aura pas de pénitence. On se retrouve dans quelques instants sur Bistro Liberté. Macron a-t-il mis la France à feu et à sang ? La France est en péril, il y a le feu. Après le cri d'alarme des Gilets jaunes, c'est au tour des militaires de nous mettre en garde face au risque de guerre civile. La France est au bord du précipice. L'autorité régalienne, la sécurité, l'identité, la souveraineté s'effondrent. Emmanuel Macron est-il le seul responsable ? Et comment réveiller les consciences ? La question, elle est volontairement très ouverte. Hein. Elle est l'occasion de faire le bilan de la politique d'Emmanuel Macron, d'évoquer aussi la menace que lève la tribune des militaires en disant il y a la possibilité d'une guerre civile. Ils ne sont pas les seuls à le dire, mais cette fois-ci, ils le mettent sur la table, si j'ose dire. Elle permet aussi de faire la liste des mesures pour le redressement de la France, s'il y en a. Et puis aussi se poser la question, à laquelle d'ailleurs vous n'êtes pas obligé de répondre, hein, mais que faire électoralement en 2022 ? Parce que là, il y a une fenêtre d'opportunité, dirait Klaus Schwab, c'est bien évidemment par son vote, si ça sert à quelque chose, vous me le direz, de changer les choses. Ou pas. Voilà, donc question très ouverte. Est-ce prêt ? Est-ce que vous avez le sentiment que Macron, par son attitude, j'entends par son attitude et par ses décisions et par sa politique, trois choses, a mis la France à feu et à sang. Je vais y arriver. Commencez si vous voulez. Déjà, je pense que c'est faire beaucoup trop d'honneur à Emmanuel Macron que dans ce résumé, on entend que ce serait Macron, le grand méchant loup, qui a mis tout ça en place et qui, lui, tout seul, a mis la France à genoux. Je pense que c'est déjà lui faire beaucoup trop d'honneur. Parce que certes, Macron a fait beaucoup de dégâts, continue d'en faire, mais au final, pas plus, pas moins que ses prédécesseurs. Aujourd'hui, on se retrouve dans un monde où, il faut dire les choses, le président de la République en France n'a plus, ou presque, le pouvoir. Il reçoit ses ordres de Bruxelles, il va faire le caniche à Berlin, à Washington. Donc, c'est faire trop d'honneur à ce caniche que de le qualifier de Rottweiler, si vous voulez déjà. Donc, pour moi, je trouve que Macron, à la fois, il le mérite, mais il ne mérite pas qu'on en fasse tout un plat comme ça. Donc, il est responsable. Moi, je le prends parce qu'il est président de la République actuelle et qu'il est très omniprésident. Il s'inscrit dans une continuité. Lui, il a plus que des ruines à gérer. Il essaie de les agglomérer du mieux, de garder un ensemble plus ou moins cohérent en préparant l'élection suivante, parce qu'il n'y a plus aucune vision à long terme dans ce système. Et je vous apprends rien. Philippe de Villiers a parlé de vous, je vais vous faire parler de Philippe de Villiers. Ouais, il a dit que j'étais beau, balèze. C'est ça, il a dit gaulois, réfractaire, sympa, courageux. Il a dit des banalités. Et Philippe de Villiers dit Emmanuel Macron, il n'a pas de goût de la France, ce pays est trop vieux pour lui. Génial. C'est pas faux. Ça je développe, c'est beau. C'est pas faux. Non, oui, en fait, moi je pense que Christopher a raison. Emmanuel Macron, il est responsable dans le sens où il continue à faire s'effondrer les choses. Après, dire il est le seul et unique responsable, évidemment qu'on. Déjà, il y a 20 millions de responsables qui ont voté pour lui. Hein, donc, faut que chacun prenne sa responsabilité. Les Français sont responsables de ce qui leur arrive. Et même, pour la grande majorité des Français, je vais encore vous faire hurler, mais j'en profite que vous buvez, ils sont même... Discrètement, personne ne le voyait. La grande majorité des Français méritent ce qui leur arrive.
Pour la grande majorité. Oui, vous allez dire non. Mais moi, en tout cas, c'est ce que je pense. Pour la grande majorité, moi, personnellement, je n'ai aucune empathie pour les gens qui votent Emmanuel Macron et qui se prennent un retour de bâton. J'ai aucune empathie pour les gens qui, depuis 60 ans, font les mauvais choix, disent oui à tout et aujourd'hui disent on patauge dans la merde. Bah, merci qui a ouvert les vannes, c'est pas nous. Hein. Donc, je veux dire, vous les avez subis tout au long de votre vie, donc vous avez essayé de vous battre, j'imagine, je vous connais pas personnellement vraiment, mais j'imagine tout au long de votre vie. Nous, on est arrivé un petit peu après. On arrive, c'est déjà, c'est déjà foutu, entre guillemets, c'est déjà la merde. Bon, on voit les gens avant nous, qui n'ont pas fait grand-chose. Les gens après nous, qui n'ont pas l'air de vouloir faire grand-chose. Est-ce qu'ils sont plus responsables ou moins responsables, ces gens-là, que Emmanuel Macron ? Je veux dire, au bout d'un moment, l'esclave qui dit oui, je pense qu'il est autant responsable que le maître. Est-ce que... Il y a toujours, il y a quand même la petite musique de nos prédécesseurs nous ont rendu une France pourrie, etc. Et tout, vous savez, ce qu'on appelle les boomers. C'est-à-dire, est-ce que ça, c'est question de génération, vous rentrez dans cette considération-là? Oui, je pense que les gens d'en dessous... Alors après, c'est toujours pareil, on va faire des grandes généralités. Mais globalement, les gens qui n'ont pas connu les années 40, c'est-à-dire les personnes âgées, mais de moins de 80 ans, voilà, et de plus de 60 ans, c'est vrai qu'il y a quand même cette période où ils sont arrivés dans la France au moment où ça allait bien quand même. C'est-à-dire qu'ils tapaient contre un arbre, il y avait 10 boulots qui tombaient. Ils laissaient leur bagnole ouverte sur le bord de la rue, ils savaient que personne n'allait leur voler. Tout allait bien. Ils ont chié dans la colle bien comme il faut. Et aujourd'hui, nous, on arrive derrière, on paye les pots cassés. Et limite, c'est notre faute, quoi. Ce qu'on appelle les boomers. Oui, c'est ce que Martial a dit, les boomers. Ouais. Mais c'est pour essayer de les situer. Donc, et puis, je sais que je ne le suis pas, je les dénonce. Je pense que oui, il y a une génération de mecs qui ont eu le cul bordé de nouilles et qui ont été d'une... Mais ça, je dis la même chose pour Christopher, parce qu'il est en train de dire la même chose, c'est pas la vision aussi. Alors moi, dans la rédaction, à chaque fois que je fais un genre de truc comme cela, ce qui s'appelle un truc un peu droitard, d'ici, il me dit « c'était mieux avant ». Bon, c'est pas mieux avant, quoi. Je veux dire, avant, on pouvait laisser sa voiture ouverte. Pas tant que ça, je veux dire, pas tant que ça. Regardez les chiffres, pour sortir de Paris, il fallait passer les fortifs, etc. Et tout, c'était pourri. Et pour aller. Ça dépend de quel avant on parle aussi. Hein. Non, mais même avant les années 60. Je vous invite à lire l'avocat du diable. On a parlé, oui, c'est clair. On a parlé du livre. On a parlé de Ring tout à l'heure. Aubervilliers, il y a des bidonvilles dans les. Moi, je viens de Bretagne. Quand je viens de Bretagne pour me rendre à TV Liberté, c'est vraiment un choc culturel énorme et qui m'attriste au plus profond de moi-même quand j'approche de la banlieue parisienne, que je vois la population changer. C'est pour ça qu'il fait ses vidéos chez lui et pas chez nous. Non, mais puis même, de toute façon, les ressentis personnels, ça ne vaut rien. On va juste simplement regarder les chiffres, parce que tout le monde peut avoir un ressenti différent. Je vais prendre un exemple sur les ressentis personnels qui est très parlant et que je prends souvent. Moi, j'ai été videur de boîte de nuit pendant des années. D'accord ? Pendant des années, j'ai travaillé dans des boîtes assez difficiles, où il y avait très souvent des heurts à l'entrée. Et bien, j'avais des clients qui venaient tous les week-ends et qui un jour se retrouvaient en face à une bagarre. Ils me disaient, une bagarre ? Mais il n'y en a jamais ici. Évidemment qu'il n'y en a jamais. Parce qu'en fait, en partant de chez eux, dans le 8e, en Uber, ils arrivent en Uber, ils rentrent dans la boîte, il y a 3 videurs à la porte, eux, ils font leur soirée et ils re-rentrent en Uber. Ils n'ont pas vu qu'en fait, ça fait 6 mois que tous les week-ends, il y a du sang sur le trottoir quand ils sortent. Donc ça, c'est leur ressenti personnel va dire, mais non, à Paris, ça va. C'est pour ça que moi, je ne m'attarde pas à ce que les gens ressentent, mais aux faits. Et je vous invite à lire le livre de Laurent Berton, La France Orange Mécanique. On voit quand même qu'il y a une très nette dégringolade dans la sécurité en France. Et on voit que si, malgré tout ce qu'on peut dire, c'était mieux avant. Je suis désolé, mais vous aviez... Sauf si vous considérez qu'avoir moins de chances de se faire violer, moins de chances de se faire agresser, plus de travail et une meilleure homogénéité culturelle, c'est pas mieux. Mais moi, en tout cas, dans ma pensée, c'est mieux. Donc désolé, c'était mieux avant. C'était mieux avant, Papacito ? Alors... Vous pouvez contester. Hein, non, j'ai eu cette discussion avec mon père qui se trouve être natif de l'année 1949, donc qui est un boomer, qui a fait mai 68. Et lui, il m'a retranscrit, je vais faire l'avocat du diable, mais il m'a expliqué que voilà, dans l'après-guerre, le repas du soir, c'était un café au lait, et pour plein de gens, il fallait reconstruire la France, il y avait encore de la misère. Après, la question, vous le racontez dans un de vos bouquins, d'ailleurs, ça. Oui, je crois j'en parle là. Je vous ai lu, moi. Je vois ça, merci beaucoup. Je crois que c'est une question aussi, c'est pas tellement une question de niveau de vie, c'est dans quoi on est inscrit. Quand vous êtes inscrit dans un pays qui fait des progrès technologiques, qui est actif sur la scène internationale, qui est porteur d'un héritage qui continue à fonctionner, qui est voilà, la découverte, l'ascension sociale, il vaut mieux... C'est-à-dire que si vous naissez dans une société où effectivement de vos 20 à vos 80 ans, il y a 1 200 € par mois, je pense que c'est plus désespérant que de démarrer à 40 € par mois et de finir à 3 000. Vous voyez ce que je veux dire ? Et aujourd'hui, la France...
Elle dégringole dans tout, mais c'est ce que dit Baptiste, c'est factuel. Par exemple, le niveau en mathématiques a dégringolé alors qu'on était une des nations, on était la nation, je crois que la langue des mathématiques internationalement, c'est le français. Ça n'est plus le cas. Nos écoles ont dégringolé dans le classement aujourd'hui, c'est les Chinois et je sais plus. Même en Occident, on a très mal classé. Notre savoir-faire s'est dévalué. Avant, les ouvriers français étaient les meilleurs ouvriers du monde. Aujourd'hui, on est de moins en moins qualifiés. On était la 5e puissance mondiale. Là, je vous donne des choses qui sont factuelles. Et en fait, nous, on est une génération, on arrive avec une pesanteur énorme sur les épaules qui est ce que la France a été. Et on voit le goulet d'étranglement dans ce qu'elle va devenir. Et on a beau se rattacher aux ruines et à ce qui a été très beau. Je pense que le goulet d'étranglement va être extrêmement violent. Il se rapproche, on y va plein fer. Et à tous les niveaux, il y a des décisions qu'il faudrait prendre maintenant pour éviter la catastrophe qui ne sont pas prises. Je peux vous en citer. Par exemple, numériquement, on va être une colonie numérique bientôt. C'est très important ça. Si on vivait dans une vraie démocratie, on acterait que 68% des Français, c'est 15 000 sondages qui le déterminent, 68% des Français sont hostiles à l'immigration. Une grande majorité de Français veulent le retour de la peine de mort. Bon. Si on était en démocratie, puisque c'est ça le grand argument de la démocratie, c'est que quand la majorité du peuple pense un truc, eh ben, ce truc se réalise. Bon, il n'y a pas de peine de mort et il n'y a pas d'arrêt d'immigration. Donc on ne vit pas dans une démocratie. On vit dans un truc mou qui est chiant, alors qu'on est juste dans le même processus, mais dissimulé et mou. Et je trouve ça horrible. Vous m'avez dit qu'il y avait des mesures à prendre. J'ai entendu des mesures à prendre. Est-ce qu'il y a des mesures à prendre ? Est-ce que, quand je reprends encore Philippe de Villiers, pub, il dit il faut l'insurrection des consciences, le réveil des consciences. C'est vague. D'accord. Ça veut dire une prise de conscience. Est-ce qu'il y a la possibilité d'une prise de conscience ou est-ce que c'est fini ? C'est la soumission, c'est Houellebecq. Houellebecq a écrit merveilleusement tout ça. Je ne crois pas à la prise de conscience collective et je ne crois même pas qu'elle soit utile. Je pense que la prise de conscience d'un certain nombre suffit. Oui, c'est ça. On parle de tous ces faits. J'ai parlé tout à l'heure de la révolution bolchevique. On peut aussi noter la résistance française. La révolution française même. C'est 5000, je crois que c'est 5000 résistants en tout et pour tout. Donc je ne peux pas vous donner la démographie française de l'époque, mais on devait être autour de 40 millions, quelque chose comme ça. Donc ça fait quand même 40 millions de passifs. Donc en fait, aujourd'hui, je pense qu'effectivement, un certain nombre de personnes formées, physiquement prêtes et intellectuellement prêtes et avec le courage et l'envie, et donc éveillées, parce que c'est ça qu'on entend par éveillé, suffirait. Après, est-ce que ce nombre est trouvable ? Est-ce que tout ça est faisable ? Ça, je n'en sais rien. Mais la prise de conscience collective, non. Je pense qu'il y a un énorme paquet de Français qui survit et ça leur suffit. Voilà, c'est tout. J'en ai parlé il y a très peu de temps avec quelqu'un que vous connaissez bien, que c'est Julien Rochdy. Je pense qu'il y a des gens, regarder TPMP le soir, avoir leur iPhone et sortir le week-end en boîte, ça suffit pour eux. Ce sont des survivants. Donc ces gens-là, c'est pas qu'ils ne peuvent pas être éveillés, c'est qu'en ont-ils même la volonté Voilà. Non. Mais est-ce qu'à un moment donné de leur vie, confrontés à une réalité, à une insécurité, à un manque de souveraineté, peut-être. Après, moi, je suis pas le Christ. Je peux pas sonder les cœurs des gens. Peut-être qu'ils vont avoir la grâce d'un seul coup. Enfin, je vais pas juste espérer que 60 millions de moutons d'un seul coup soient illuminés et faire ah putain mais c'est vrai qu'on est dans la merde. Je m'en étais pas rendu compte. Bon, on peut pas tout faire. J'ajouterais ce qu'a dit Baptiste. Bon, moi, l'éveil des consciences, c'est un truc que je faisais quand j'ai commencé sur Internet. Mon but, mon utopie, c'était de vouloir convaincre tout le monde. Au bout d'un moment, on se rend très vite compte que c'est pas possible. Mais moi, il y a vraiment un thème qui me tient beaucoup à cœur. Donc, tout ce qu'on fait, c'est très utile parce que c'est important de diffuser le message, qu'il y ait des poches. Par exemple, l'armée, la lettre, c'est pas grand-chose. Zemmour fait quelque chose. Bien sûr, il y a des politiques. Mais j'ajouterais à ça que ça ne suffit pas. Ça ne se suffit pas à soi-même. Moi, je suis très attaché à un thème, c'est le providentialisme, l'homme providentiel. Moi, je pense qu'il faut qu'il y ait l'étincelle, et l'étincelle, c'est quelqu'un qui doit la craquer. Donc aujourd'hui, je ne vois pas qui pourrait être cet homme providentiel. Moi, en tant que bonapartiste, j'aime beaucoup cette idée. Mais il y a eu Jeanne d'Arc, il y a eu Napoléon, et la France sauf que a une c'était histoire... pas annoncé dans les journaux. Hein. À chaque fois, l'homme providentiel, il est pas annoncé dans les journaux. C'est pour ça que je peux dans les libelles. Mais cette allumette, il faut qu'il y ait quelqu'un qui la craque, quelqu'un de charismatique, quelqu'un en qui on a confiance, quelqu'un qui a de l'expérience. Je n'ai pas parlé de vous. Après, il ne faut pas que vous vous mépreniez dans notre discours en disant le débat est utile, la diffusion des idées est utile. Parce que en tout cas, c'est une position que moi je tiens. Quand vous débattez avec quelqu'un, vous ne débattez ni pour vous ni pour lui. Vous débattez pour les gens qui vous écoutent. C'est pour ça qu'il faut toujours débattre en public et que je ne débat jamais en privé. Quand on m'écrit sur les messages privés, j'en ai rien à foutre. Parce que ce qui est intéressant, la personne en face, vous ne la convaincrez pas.
sauf très très rare cas sur des sujets qui sont pas tellement importants, sinon vous ne la convaincrez pas. En public, mais encore moins. En public, vous pouvez convaincre des gens qui sont dans une certaine zone de neutralité. Vous voyez, c'est-à-dire des gens qui quand vous allez ça chez peut Hanouna, intéresser. Exactement. Quand je vais chez Hanouna, c'est ça votre esprit. Évidemment, je vais vous dire un truc. Par exemple, vous prenez le très bon exemple. On m'a dit, qu'est-ce que tu vas chercher à Hanouna ? Son public n'est pas réceptif. Mais moi, je me rappelle d'une époque, aux dernières présidentielles, où Cyril Hanouna, avant chaque émission, faisait un vote dans le public pour savoir pour qui les gens votaient comme président. Un vote c'est un vote anonyme, d'accord ? Pour voir quel était le candidat le plus représenté parmi le public présent sur le plateau. Donc là, qui sont vraiment les aficionados d'Hanouna. Eh bien, le Front National arrivait en 2e position. Il y avait 20% du public qui votait pour le Front National qui était présent sur le plateau. Donc dans les 2 millions d'auditeurs qu'ils ont chaque soir à la télévision, il y a certainement un grand nombre qui peuvent être réceptifs, qui ne sont pas forcément déjà convaincus, mais qui peuvent être réceptifs à ce discours-là. Donc évidemment, il y a des gens à aller chercher partout. Vous-même, vous avez bénéficié d'une très bonne image après la querelle. Mais tant mieux. Ça, de toute façon, ça, il faut donner à César ce qu'il y a à César. Grâce à Solveig Galloin, de toute façon, peu importe ce que vous dites, ce que vous faites, elle perd le débat d'elle-même. C'est évident que vous ne pouvez faire que... À part si vraiment j'avais été incontinent sur le plateau, je pense qu'il n'y a rien qui pouvait salir mon image plus que ce qu'elle faisait elle-même. Vous avez pensé... Alors, est-ce qu'électoralement parlant, il y a un espoir aussi ? Est-ce qu'on va rentrer en campagne. Alors, on est dans la campagne des régionales, ça ne vous a pas échappé. Dans le sud, ça bouge. Dans la région parisienne et le nord, ça bouge aussi. Est-ce que, déjà, vous vous intéressez aux régionales ? Voilà, tiens, question simple, départementale, régionale, ça passe par vous. Vous avez dit, Papacito, vous m'avez dit, non, je m'en fiche de la République. Oui, mais il y a quand même une chose à prendre en compte. C'est-à-dire que République, non, c'est pas ça. La République, c'est l'ordre établi. Donc, promouvoir des hommes qui peuvent amener une situation, qui peut conduire... Parce que vous avez remarqué que le travail qu'on fait, mine de rien, commence à porter. La parole, elle s'est quand même libérée. Les verrous ont sauté. Et on a de plus en plus de droits de cité à plusieurs niveaux. Tout à fait. Donc, je crache pas sur le travail qu'on a fait. Et justement, je réaffirme qu'il était qu'il a porté ses fruits. Bon. On arrive au moment où là, il faut vraiment être un demeuré pour avoir besoin d'influenceurs pour comprendre que quand il y a des têtes de profs d'histoire qui roulent sur le bitume, il y a un petit souci. Bon. Si les Français, avec ces événements-là, ne prennent pas conscience qu'il y a un problème sur leur territoire, c'est que là, effectivement, il faut qu'il y ait un candidat qui passe, peu importe lequel, moi j'en ai plus rien à... Franchement, il passe, et puis soit il est tellement incompétent qu'en fait on arrive au pourrissement, et là, puis peut-être que la France renaît, soit quelqu'un qui va permettre de porter un discours où on va pouvoir aller encore plus loin, et je vais donner le nom, mais par exemple, si Zemmour se présente, et que Zemmour nous permet, via sa présidence, de sortir de plus en plus du cadre républicain, puisque le cadre républicain est un verrou mental pour le Français. C'est la prégnance des Lumières sur son cerveau qui l'empêche de redevenir français. Pour l'instant, il doit être républicain, donc à genoux. Si, dans l'appareil républicain, quelqu'un arrive à s'infiltrer et à changer ça, à réencoder cette république-là, elle pourra donner lieu ensuite à peut-être une bravade, à justement un homme providentiel. Je vais prendre un exemple que je connais assez bien. Le coup d'État de Franco dans l'Espagne, qui était déjà à gauche, quoi. Elle était pré-bolchevique, mais elle était déjà très à gauche. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a passé des coups de fil à des casernes. Il a dit qui me suit. Et puis il y a eu un certain nombre de mecs qui sont venus. Ils ont ouvert un front. Ça a duré 3 ans. Ils ont fini par gagner. Je suis persuadé que dans notre armée, si quelqu'un est crédible, il passe des coups de fil, il dit voilà, vous amenez les blindés à la capitale, on va remettre Louis XX Bourbon sur son trône et on va donner la France à quelqu'un qui la mérite et qui va savoir la gérer. Martial Bill, Julien Rochdy, peu importe. Julien passe devant. Il est beau en plus, ça sera très bien. Voilà, mais si vous voulez, peut-être qu'un président comme ça peut amener, c'est-à-dire que je serais prêt à soutenir quelqu'un qui est dans le cadre républicain si je sens qu'il peut instaurer un climat qui fait qu'il y aura des flingues. Voilà. Le reste ne m'intéresse plus. On a bien compris. Donc, est-ce que vous votez en juin prochain ? Si, je vais vous dire très honnêtement, si Zemmour se présente et qu'il... Au régional, pas la présidentielle. Au régional. Au régional, non. Au régional, je vais voter... Alors, il faut que je me renseigne parce que moi, dans ma commune, il faut voir les enjeux, parce que dans les enjeux locaux aussi... Oui, des fois, c'est intéressant. Voilà, des fois, il faut se détacher... Mais vous votez, c'est ça. Oui, je vais voter, bien sûr. Est-ce que vous votez, Baptiste ?
Au régional, rarement. Ça dépend. C'est comme Papacito. Tu vois, j'ai réussi à le dire. Ouais. C'est comme Papacito. Ça dépend s'il y a des enjeux locaux, vraiment. Mais là, en fait, ces régionales-là, elles ont été complètement éclipsées parce qu'ils sont tous déjà en campagne pour la présidentielle. Oui. Du coup, personne ne parle des régions. Donc, en fait, en vérité, bon, en plus, moi, ma région, c'est l'Île-de-France, donc pas grand-chose à faire. Donc, il se trouve que là, non. Là, je vais certainement pas voter. Mais s'il y avait eu quelque chose de local, d'intéressant, oui, pourquoi pas. D'accord, ça va faire plaisir à Bardella ou Valérie Pécresse et tous les autres. Christopher, en Bretagne, vous allez voter? Non, je ne vote pas, mais j'ai tort. Très bien, J'assume, j'ai tort. Pour les régionales, je ne suis absolument pas l'actualité politique pour ce qui est des régionales, mais pour ce qui est de la présidentielle, si Zemmour se présente, si le grand Z se présente, je serai là à 100%, j'irai faire ma carte d'électeur dans les temps, il n'y a pas de problème. Ah oui, t'as même pas de carte d'électeur. Ouais, non. Alors, la question est, mais ça, je vois, il n'a pas de carte d'électeur. C'est marqué République dessus, donc ça ne m'intéresse pas. D'accord, là, ça commence à être dur. Alors, est-ce que je termine par, est-ce que vous vous intéressez à la présidentielle? Est-ce que, allons-y clairement, est-ce qu'on peut quand même changer les choses? Alors, vous avez quasiment répondu, mais vous avez 25 secondes à 3, c'est-à-dire, vous avez quelques secondes pour répondre. Est-ce qu'on peut changer les choses? Est-ce que ça sert d'aller voter pour changer les choses? Ou il ne faut pas le faire? Et là, vous me dites, pour les régionales, on ne fait pas les régions, ça dirige beaucoup de choses. Hein. Je ne vous fais pas le laïus, mais enfin voilà, c'est les lycées, c'est les routes, c'est les conseils régionaux, c'est les partis qui n'ont pas la marge de manœuvre nécessaire pour changer ce genre de choses. Après, je pense que Hugo Papacito a raison. Alors j'habite. File mon adresse. Alors le numéro de Papacito, c'est le 06. Je pense que Papacito a raison. Ça peut changer les choses dans le sens où ça peut être un pas en avant vers le grand changement. Donc, et comme vous l'avez très bien dit, l'homme providentiel n'est pas annoncé dans les journaux. Donc on est incapable de dire à l'heure actuelle si on va pouvoir voter, si on va avoir quelqu'un qui va nous donner une fenêtre de tir ou pas. Si c'est le cas, je pense que c'est intéressant de le faire parce qu'un pas en avant, c'est toujours un pas en avant. Un pas en avant, c'est toujours un pas en avant, Christopher? Je suis d'accord avec ça. Donc, comme tout le monde le sait, je ne suis ni démocrate ni républicain, mais vous avez raison, c'est important d'aller voter parce que c'est un outil comme un autre. Et pour reprendre un exemple napoléonien, parce que vous savez, j'aime bien Napoléon, je ne l'avais pas dit. Alors je ne savais pas. Je ne savais pas. Pour reprendre un exemple napoléonien, Napoléon a fait ses classes dans la République en tant que général. Il a utilisé l'outil républicain pour ensuite se porter au pouvoir et foutre les députés dehors et se mettre assis à leur place. Quoi, voilà. Et puis il a même utilisé le vote. Hein. Oui, le vote, oui. Dirigé un petit peu, mais le vote. Oui, mais c'est du vote. Papacito, même question, même vote. Oui, c'est important d'aller voter pour permettre à un homme d'installer un climat qui fait que ça va aller mieux. Parce que il va y avoir la possibilité historique de créer cet homme providentiel. À ce moment-là, tu parlais tout à l'heure de brèche ouverte. Une élection de Zemmour, c'est la légitimisation aussi par le peuple de certaines doléances. Et peut-être qu'il y aura un militaire qui sera à l'écoute et qui fera le travail qui incombe aux militaires quand ils veulent défendre leur pays. Tout ce qu'on dit, c'est dépendant, bien sûr, que quelqu'un de providentiel ou qui corresponde se présente. Si bien sûr il n'y a pas de candidat qui correspond à ce qu'on dit depuis tout à l'heure, oui, dans ce cas, non, ça sert à rien. Voilà, on plie les Gaules et on part aux États-Unis. Oh, la petite pique. Toujours. De toute façon, il me provoque tout le temps. Je crois qu'il veut qu'on se batte. Alors, je ne suis pas sûr de ça. Je me suis pas sûr de ça. Depuis notre précédente rencontre, je me suis mis au badminton. Mais par contre, pour se battre, il va falloir encore attendre un tout petit peu. Mais je ne désespère pas. Je ne désespère pas. Hein. Je ne désespère jamais. Allez, prochain Nuremberg. Après la dictature sanitaire, je n'ai rien fait, dit Emmanuel Macron. Je n'ai fait qu'obéir aux ordres. Ouais. Ce confinement me rend suicidaire. Et réponse, du moment que vous n'avez pas le Covid. Et puis, Renaud, ce qu'il en reste, regain de popularité pour la police, même que moi, j'ai embrassé un flic. Oh là là, oui, voilà, remember. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup de vous être pliés tous et toutes à cet exercice, tous mes invités, puisque les influenceuses sont peu nombreuses aujourd'hui. On en aura. Oui, ça on en aura, car ça, là aussi, ça bouge dans ce domaine-là. On en aura. Merci d'être venu pour ce Bistro Liberté, qui est encore un petit peu partiellement en liberté. Merci au public, une nouvelle fois. Mais voilà, il fallait que cette émission existe, il fallait que nous organisions le bistrot de telle façon à ce que nous puissions le diffuser. Il sera diffusé en juin prochain. On se retrouvera dans un mois et notre invité sera
Marion Maréchal, voilà, qui sera parmi nous. Voilà, je pense aussi que c'est un personnage qui ne vous laisse pas indifférent. Et surtout Christopher. Surtout Christopher. Merci. Merci aux techniciens, merci au public, merci à vous. À partir de mardi, après la Pentecôte, il y aura dans le journal quotidien de TV Liberté une page consacrée aux élections régionales, puis à la présidentielle, avec toujours un fait positif qu'on essaiera de vous présenter, quelque chose qui se fait de bien, sans parti pris. Le titre d'ailleurs de cette rubrique, ça, sans parti pris. On ne va pas chercher à savoir de quel parti ça vient, on va chercher à savoir si ça a du sens, si ça vaut le coup, si ça fait avancer les choses, ça fait avancer le pays. Et puis la petite pique, bien évidemment, de ceux ou de celles qui, font pas le jeu de la défense de l'esprit français. Ça, c'est dans le journal télévisé que vous retrouvez, bien évidemment, du lundi au vendredi sur TV Liberté. Et en ce moment, c'est sur le site tvliberté.com qu'il faut passer en priorité pour regarder nos programmes. À très bientôt. Merci, j'étais vraiment très heureux. Nous étions très heureux de vous retrouver. Merci à vous. Merci à vous.